de la REF, prenons ensemble la mesure du moment. Vous êtes tous désormais 7 candidats déclarés à l'élection présidentielle. Je tiens à préciser que pour le placement, ça s'est organisé par tirage au sort, comme ça les choses sont très transparentes. Tous réunis sur une même scène pour parler de l'économie, pour parler des préoccupations des Français. On va être très concret. La vie et les préoccupations des entrepreneurs en particulier. Vous dire justement que les entrepreneurs, vous avez été entendus lors d'une grande et vaste consultation. 66 000 dirigeants ont été interrogés et à la clé aujourd'hui, eh bien, on va vous parler de dette, on va vous parler d'emploi, de salaire, de réindustrialisation, on va vous parler de normes. On va également entendre les voix de 5 entrepreneurs qui ont accepté de se prêter, et on les en remercie, à l'exercice de poser des questions très directes aux candidats. Mais avant de vous entendre, de les entendre, nous allons maintenant vous proposer un moment d'introduction. Vous disposez chacun de 2 minutes. 2 minutes pour dire quel est le message principal que vous souhaitez aujourd'hui passer au patron qui vous regarde, 6 000 dans la salle, beaucoup plus, vous l'imaginez, bien au-delà. Et là encore, je précise en toute transparence que l'ordre de prise de parole a été déterminé par un tirage au sort. Alors voilà, Bruno Retailleau, vous avez la parole. Merci, je voudrais toutes et tous vous saluer. Et je voudrais, puisque vous avez choisi le courage comme thématique principale de vos journées, commencer cette introduction par ce courage. Le courage pour les hommes et les femmes politiques de dire ce que trop souvent ils ne disent pas. Parler du premier problème qu'éprouvent les entreprises françaises. Le premier problème, ce n'est pas la concurrence. Même quand elle est déloyale, vous l'affrontez quotidiennement. Le problème, ce n'est pas non plus les changements technologiques, ils sont vertigineux, mais là encore, vous transformez vos entreprises en permanence. Le premier problème, c'est l'État. C'est l'État bureaucratique. C'est un État vorace qui dévore plus de 57% de la richesse des Français, que chaque année les Français produisent, et qui prend les entreprises pour des vaches à lait. C'est un État paperasse qui en fait asphyxie les forces vives de la nation et vous-même, les chefs d'entreprise, sous des montagnes de contraintes, de normes, de réglementations, et qui finit par considérer d'ailleurs les chefs d'entreprise comme des suspects, comme des délinquants potentiels. Alors voyez, je pense que ce n'est pas les entreprises qui doivent être au service de l'État, c'est l'État qui doit être au service des entreprises. Il faudra non pas des réformes, il faudra une rupture pour changer de système, et il faudra aussi une autre ambiance, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de ces discours délirants sur l'annulation d'une partie de la dette alors que la France est au bord de la faillite, que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi élevés. Il y en a marre de cette obsession fiscale qui, budget après budget, organise la taxation des entreprises et leur affaiblissement. Et puis il y en a marre aussi de cette espèce de chasse à chaque budget qui est ouverte aux chefs d'entreprise. Certains même déclarant qu'il faut que le succès, il faut considérer que ceux qui réussissent sont des nuisibles. Eh bien, nous ne réussirons pas dans une France qui va mal sans les entreprises. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui très clairement. Et je n'ai jamais changé d'avis depuis des années et des années. Mes convictions ne changeront pas, ni par le passé, ni après l'élection. Bruno Retailleau, je précise qu'il y a un compteur qui s'affiche juste sous nos yeux. Vous avez dépassé les 2 minutes. C'est donc terminé. Raphaël Glucksmann, vous avez la parole. Bonjour à tous. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et très heureux que vous ayez choisi comme thème le courage. Parce que le courage, c'est ce qui manque aux dirigeants français et européens depuis trop longtemps. Le courage d'affronter le réchauffement climatique, le courage d'affronter la concurrence déloyale de la Chine, le courage d'affronter les géants de la tech américaine qui transforment la France en colonie numérique, le courage de refuser un destin de parc d'attractions pour notre pays. Moi, il y a une nouvelle qui m'a marqué. C'est la rencontre de 2 infos. D'un côté, on célèbre l'ouverture d'un parc Dragon Ball Z, financé par l'Arabie Saoudite en France. Et de l'autre, on enterre le projet de Gigafactory de Fos-sur-Mer qui devait produire 10 millions de panneaux photovoltaïques par an et créer des milliers d'emplois. Eh bien moi, je ne veux pas, pour mon pays, la France, d'un destin de parc d'attractions
pour tycoons américains, oligarques russes, dignitaires du Parti communiste chinois ou émirs du Golfe. Et je suis venu vous proposer un nouveau contrat patriotique qui fixe le cadre pour les 5 ans qui viennent. Il sera organisé autour de 3 axes qui travaillent au redressement du pays. Premier axe, la révolution écologique qui sera la grande révolution industrielle du XXIe siècle. Le deuxième axe, c'est bâtir à nouveau une société de travailleurs et non plus une société de rentiers et d'héritiers. Et le troisième axe, c'est embrasser la révolution technologique et redevenir un pays créateur. Alors certes, moi je ne vais pas venir vous voir et vous promettre un choc fiscal de 1000 milliards et par ailleurs amener une broyeuse à normes à la Javier Milei. Mais ce que je vous dis, je vais le faire. Je ne suis pas, moi, en politique ou candidat pour la 4e fois à la présidentielle, mais il y a une chose qui est mon combat depuis le début. Assurer la souveraineté de notre pays. Je me suis battu dans les institutions européennes pour mettre fin à cette religion du libre-échange qui laisse notre appareil productif se faire ratiboiser. Et ce que je vous dis, je le ferai. Et voilà, chacun est attentif au temps ici, on le sera tout au long du débat. Je suis là pour rappeler les règles à chacun, je le ferai avec chacun d'entre vous pendant les 2 prochaines heures et plus encore. Édouard Philippe, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. J'ai 2 minutes, je vais aller vite. La situation n'est pas bonne et les entreprises souffrent, elles sont inquiètes. Les perspectives que je vois dans les entreprises au Havre chez moi, celles que j'ai rencontrées à La Réunion il y a encore quelques jours, partout en France, je vois bien l'inquiétude, le refus d'investir, ou plus exactement l'attente d'une amélioration de la situation, la difficulté de trouver les personnes compétentes lorsqu'on veut embaucher. Bref, je mesure parfaitement l'inquiétude qui est la vôtre. Et en même temps, je suis convaincu qu'on ne gagne pas une élection, mais surtout qu'on ne sort pas un pays de l'ornière en se contentant de dire ce qui ne va pas et en disant que ça va être dur. Je suis sûr que nous pouvons collectivement créer la richesse nécessaire à ce pays. Pour avoir une économie prospère, pour faire en sorte que notre pays crée suffisamment de richesse pour lui permettre d'être souverain, d'être libre, de vivre comme il l'entend, de redistribuer la richesse le cas échéant, il me paraît qu'il faut au moins 3 conditions. La première, ce sont des comptes en ordre. Ces comptes en ordre, ils doivent être remis en ordre, non pas en augmentant les impôts, mais en acceptant collectivement de travailler plus. La deuxième chose, c'est que nous devons laisser les entreprises créer de la richesse. Entre 2017 et 2020, nous avons mis en place une politique dite la politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui disait aux entreprises « foncez, investissez en France ». Cette politique de l'offre, elle a permis d'obtenir des résultats. On doit la continuer. J'ai proposé un double effacement, celui des 50 milliards d'impôts de production, en contrepartie de la suppression de 50 milliards d'aides aux entreprises. Je propose aussi qu'on sécurise cette catégorie d'entreprises absolument essentielles qui sont les entreprises familiales en arrêtant de remettre en cause à intervalles réguliers le pacte Dutreil. Je veux une politique qui, au fond, dise aux chefs d'entreprise et à l'ensemble des entreprises qui créent la richesse, allez-y. Enfin, troisième axe décisif, une grande politique d'infrastructure, parce que une économie qui va bien, ce n'est pas simplement des comptes en ordre et des entreprises qui créent de la richesse, c'est une adaptation aux nécessités de l'époque, notamment dans la transformation climatique, mais je suis certain que j'aurai l'occasion d'en dire plus. Merci. C'est exactement ce que j'allais vous dire, vous aurez tous l'occasion de vous exprimer largement un peu plus tard. Marine Le Pen, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon, je crois qu'il y a un consensus général sur la gravité de la situation, tous les indicateurs économiques ayant viré définitivement au rouge. On n'est pas là non plus, je crois, pour faire un débat sur comment reproduire les erreurs d'hier en les appelant par un autre nom. Moi, j'appelle à l'union de l'ensemble des acteurs, à l'union des salariés et des entrepreneurs pour opérer le redressement, j'oserais même en présence de M. Attal, la renaissance de la France. Il faut qu'on le fasse ensemble, mais il faut qu'on le fasse ensemble tout simplement parce que l'économie n'est pas hors sol. L'économie, elle s'inscrit dans une histoire, elle s'inscrit dans des institutions, elle s'inscrit dans la psychologie d'un peuple. Et ça s'appelle l'identité économique de la France. Ça n'est pas un gros mot. Notre pays a une identité économique. Cette identité économique, elle s'appuie sur les entreprises, elle s'appuie sur la nation, elle s'appuie sur l'État.
Elle s'appuie sur des entreprises qui ont beaucoup souffert dans les 10 dernières années, qui ont besoin de constance. Ça veut dire que quand on s'engage à baisser les impôts de production, il faut respecter cette promesse. Ça veut dire qu'il faut que les impôts exceptionnels ne deviennent pas des impôts qui soient définitifs. Ça veut dire qu'il faut arrêter la folie normative. La nation, ce sont les hommes et les femmes qui créent la richesse et qui doivent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça passe par l'éducation, ça passe par une réforme de la formation, ça passe par la juste valorisation du travail. Et là, l'État, lui, il a un rôle qui est quand même essentiel, qui est de créer les conditions d'un environnement économique maximal. C'est-à-dire mettre en place les conditions pour que vous, autres entrepreneurs, puissiez créer de la richesse. On aura l'occasion de discuter durant le débat de toutes les conditions qui sont nécessaires précisément pour que l'État remplisse ce rôle. Merci Marine Le Pen. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur LCI, c'est le premier débat de la présidentielle, le débat du MEDEF. Et c'est maintenant Jean-Luc Mélenchon qui a 2 minutes pour son introduction. Bon, je vais commencer par vous dire bonjour et puis ensuite vous dire que je crois que dans les 5 ans qui viennent, nous avons intérêt à bien comprendre que l'économie monde va prendre de rudes chocs et que la France ne pourra pas vivre en dehors de ces chocs. Le premier, ça va être le changement climatique, parce qu'il va perturber toutes les chaînes de production, il va perturber la finance de l'assurance, et il va perturber d'une manière générale absolument tout le champ des activités humaines. Le second, c'est que nous sommes menacés d'une crise financière, qu'elle vienne de la bulle numérique ou qu'elle vienne de la dette des États, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Ensuite, il y a la bascule du monde vers l'Asie chinoise, qui est un défi qui conduit les Nord-Américains à penser qu'il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec les Chinois. Autrement dit, c'est la menace de guerre et nous les en savons capables. Et je déplore que nos débats se limitent à discuter tout le temps de savoir de combien on va baisser les cotisations sociales et de combien on va baisser les impôts, parce que cette affaire-là, qui est une politique qui a été appliquée depuis au moins 20 ans et peut-être davantage, n'a pas marché. Et je n'hésiterai pas à vous dire que le total du déficit aujourd'hui, c'est le total des cadeaux fiscaux qui ont été faits. Par conséquent, pour ma part, j'offre un nouveau cadre d'action. Ça commence d'abord par le retour de l'État. Je crois à l'État. Le retour de l'État et avec lui la planification écologique pour gagner en visibilité, fonder l'économie circulaire et prendre les mesures qui s'imposent à tous pour faire face à la crise climatique qui arrive. Ensuite, il nous faut que l'argent circule et non pas soit retenu dans des bulles. C'est la raison pour laquelle il faut réorganiser un crédit facile, fluide. Ce crédit facile et fluide, je compte le faire avec un pôle public. Je termine, parce que je crois qu'il est debout, et là je saute d'autres de mes points, 2 minutes, essayez. Je termine par un point. Je vous mets en alerte. Le budget le cornu, plus l'inflation alimentaire, si vous n'augmentez pas les salaires, la France va tomber en récession. C'est terminé. Ça, c'est votre responsabilité. Gabriel Attal. Je crois que ce qui est attendu de nous aujourd'hui, c'est de faire preuve de lucidité. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur les dernières années, certaines un peu caricaturales, donnant le sentiment que tout aurait été mal fait. Moi, je crois qu'il y a eu des réussites ces dernières années. La baisse du chômage jusqu'en 2024, l'apprentissage jusqu'aux dernières décisions très néfastes qui ont été prises et le retour de l'attractivité pour les investissements étrangers. Mais la lucidité, c'est aussi de reconnaître qu'il y a eu des échecs et des erreurs économiques. J'en citerai 3. La première, c'est avec la dissolution, la fin de 10 ans de politique de l'offre qui avait démarré sous François Hollande avec le CICE. La deuxième, c'est un secteur dont on parle trop peu dans le débat public et pourtant qui est central dans l'économie française, c'est le logement et le bâtiment qui a pâti de mauvaises décisions qui ont été prises ces dernières années. Et la troisième, c'est l'échec finalement d'un engagement à libérer les énergies, enlever des bâtons dans les roues de ceux qui veulent faire pour en mettre dans les roues de ceux qui passent leur temps à empêcher de faire. Et malgré tout ça, je le dis, moi j'ai confiance pour l'avenir. On est là pour parler d'avenir. J'ai confiance parce que je crois que c'est possible que la France ait ses plus belles pages devant elle dans les années qui viennent. Ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est 3 choses. 1, le moral de nos entrepreneurs. Parce que quand nos entrepreneurs craquent, c'est le pays qui craque. Et Monsieur Mélenchon, je vous ai écouté. À votre place, j'aurais présenté des excuses pour les propos de Manon Aubry qui a qualifié des entrepreneurs français de nuisibles et de parasites.
La deuxième chose... Merci, mais il n'arrête pas le compteur pendant les applaudissements, donc je vais accélérer. La deuxième chose qui m'empêche de dormir, c'est la Chine. On parle beaucoup des États-Unis aujourd'hui dans les médias et dans la presse. Il y a une politique chinoise assumée visant à couler notre industrie. On peut avoir tous les débats. Si on n'apporte pas les réponses nécessaires, on n'arrivera pas à résister. Et la troisième chose, c'est le défi de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Pendant les 2 heures de ce débat, les géants du numérique américains auront investi 100 millions de dollars de la recherche en IA. On doit être au rendez-vous. C'est à Marine Tondelier. Je vous en prie, vous avez 2 minutes. Eh bien, merci beaucoup de votre invitation et de votre accueil. Et Monsieur le Président du MEDEF, nous avons un point commun. J'ai lu votre discours d'hier et vous avez appelé de vos voeux un programme présidentiel de liberté. Eh bien, les écologistes aussi veulent la liberté. Je dirais même que l'écologie est la condition de la liberté. Je vais vous expliquer pourquoi. En prenant une image, celle du navigateur, style skipper du Vendée Globe, qui sait qu'il dépend de son écosystème, du courant, de la marée, de la houle, du vent, et qui peut décider, s'il le souhaite, parce qu'il y a un récif devant lui et que ça contrarie sa trajectoire, de considérer que ce récif n'existe pas. Mais il y a de fortes chances, 1, que le récif ne soit pas tenu de partager son opinion, et 2, que ça se termine plutôt mal. Et donc la liberté, c'est pas le fait de n'avoir aucune contrainte, aucune dépendance. Elles existent, ces dépendances. C'est de considérer le monde réel tel qu'il est, de maîtriser son écosystème et de trouver les solutions pour naviguer dans cet écosystème. Eh bien, la planète, c'est pareil. Nous, comme citoyens, vous, comme entrepreneurs, l'activité économique dépend aussi de la température qu'il fait, dépend du cycle de l'eau, dépend de l'océan, des forêts, dépend de tout ça. Et donc, on peut appeler liberté le fait de franchir une à une ses limites planétaires en disant qu'on décide de ne pas voir et de ne pas savoir. Mais la vérité, c'est qu'en faisant ça, on ne sera pas indépendant de la nature. Ça ne se décrète pas. On se rendra juste beaucoup plus vulnérable à ces déstabilisations. Et c'est ce qui est arrivé cet été, à cause de vous, de personnes qui ont décidé d'être dans le déni climatique et qui nous ont amenés là. Et je vous le dis, ça coûte très cher. Une journée de canicule coûte à notre économie le même prix qu'une demi-journée de grève. C'est ça la réalité. Et donc, vous voulez être libre ? Moi aussi, je veux que nous soyons libres. Et pour ça, on va avoir besoin de décisions ici et partout dans le pays, des décisions courageuses et engageantes. Et je compte sur vous, cher monde de l'entreprise, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous depuis mon arrivée ce matin et puis tout au long de l'année. Et je sais à quel point, premièrement, vous êtes des chefs d'entreprise, mais vous êtes aussi des parents, aussi des grands-parents. Vous tenez tous à des enfants et vous avez envie qu'ils aient une planète habitable. Mais aussi parce que beaucoup de chefs d'entreprise, je le sais, ont bien mieux compris les enjeux environnementaux. Voilà. C'est ceux qui nous gouvernent. Les bases de ce premier débat d'élection présidentielle, débat du MEDEF, sont posées. Ça se passe en exclusivité sur LCI. Et on va commencer par un premier thème, la dette. C'est l'une des grandes inquiétudes des patrons révélées notamment par la consultation dont je vous parlais un peu plus tôt, consultation du MEDEF. 75% d'entre vous, les entrepreneurs, jugent prioritaire de réduire la dette et les dépenses publiques. Éric Malenfer, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces entrepreneurs qui ont accepté d'être là pour poser des questions très directes. Vous êtes à la tête d'une entreprise familiale de géomètres. Je vous en prie, présentez-vous et surtout présentez votre problématique aux candidats ici réunis. Je vous remercie. Alors, moi, je suis géomètre expert, c'est-à-dire que mon métier, c'est de mesurer tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Il y a une chose qui ne bouge pas. Emprunter pour payer les frais de fonctionnement courants, ça ne marche pas. Je l'ai fait dans le cadre du PGE. Résultat de la négociation avec les banques, c'est 0 dividende jusqu'à la fin du remboursement complet, plus 2 ans, et c'est annulation de tous mes comptes courants jusqu'à ma retraite. Ce n'est pas la même chose pour l'État. Alors, qu'on ne me dise pas, s'il vous plaît, j'ai du mal à l'entendre, qu'annuler la dette, ça suffit. Le déficit public, c'est 4,8 points de PIB. Les intérêts de la dette qui disparaîtraient si on annulait la dette, c'est 2,4. Donc, même en supprimant la dette, les intérêts supprimés, on continuerait de toute façon à avoir du déficit. Or, nous sommes titulaires de 3 records. 45,3% de prélèvements, on est le 2e en Europe,
Et au niveau international, c'est quand même assez magnifique. Donc on ne peut pas l'augmenter. 57,3% de dépenses publiques, on est le premier d'Europe. Et je vous le disais, 4,8% de déficit quand même. Et pourtant, ça ne s'équilibre pas. Donc les recettes sont énormes et ça ne s'équilibre pas. Ce n'est pas du tout une opinion, c'est une soustraction. Alors, je me demande absolument pas moins d'État. On est tous là, on a félicité les pompiers hier. On veut des hôpitaux, on veut des écoles, on veut des infrastructures. On demande juste un équilibre budgétaire. On veut juste des services mutualisés avec une qualité de service, mais avec un coût raisonnable. Et donc, où se niche ce déficit? Et ma question arrive. Depuis 2000, l'État central a reculé de 0,5 points. C'est plutôt pas mal. Par contre, tout ce qui touche le social, maladie, famille, chômage, retraite, a explosé de 3,4 points. Pourquoi? 5 réformes depuis 1993, toutes pour la retraite, toutes dans le conflit, aucune dans le consensus. La dernière, celle de 2023, était suspendue en décembre. Ça fait 18 mois après le vote. 2 questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'avec courage, si vous êtes à la tête de l'État, vous pouvez me donner une date à partir de laquelle on n'empruntera plus pour le fonctionnement de l'État? Première question, une année. Et la deuxième, toujours avec courage, la réforme de 2023 qui est suspendue jusqu'à 2028, êtes-vous prêt à en rétablir le calendrier qui a été voté par le Parlement? Merci beaucoup, Éric Malenfer. Donc, ça n'aura échappé à personne ces derniers jours. Il y a un sujet qui est central dans le débat politique, mais pour nos entrepreneurs, la question de la dette. Alors, Jean-Luc Mélenchon, on va être clair, vous avez remis comme rarement dans l'atmosphère le mot dette ces derniers jours. Je rappelle votre proposition, je vous cite, de foutre au feu 600 millions de dettes françaises. Dans votre programme, ça donne refuser le chantage, annuler la dette publique. Vous savez très bien que nombre des personnes dans cette salle jugent que c'est absolument pas réaliste, que c'est irresponsable. Que répondez-vous, Éric? Alors, ce sont deux sortes de questions. J'apprécie celle et la manière avec laquelle vous l'avez posée. Je vais vous dire la chose suivante. Le premier point, c'est qu'il faut cesser de décrier notre État et la construction sociopolitique de notre pays. La dépense française est dans la moyenne européenne pour l'État. Le salaire des fonctionnaires a reculé de 6 points dans le PIB. La dépense de l'État de 7 points en 20 ans. Donc il faut cesser de dire que l'État jetterait l'argent par les fenêtres. Deuxièmement, la quasi-totalité de la dépense de l'État est redistribuée sous une forme ou sous une autre. Investissement, fonctionnement, ceci, cela. Ce n'est donc pas de l'argent qui disparaît dans le sable. La question qui nous est posée, c'est celle de son usage. Vous me demandez comment rétablir les comptes. Je pourrais vous faire une réponse très provocante et instantanée. Si nous supprimons toutes les aides aux entreprises, le déficit de l'État disparaît. Pourquoi? Monsieur Fabien Gay a parlé de 210 milliards d'aides. Le président de cette commission, qui est les Républicains, donc pas un gauchiste échevelé, lui parle de 120 milliards. Le déficit de l'État est de 150 milliards. Si je décide instantanément de cesser les aides aux entreprises, il n'y a plus de déficit de l'État. Donc ce n'est pas là qu'est la question. Nous devons retrouver des marges de manœuvre. Nous en sommes conscients, vous et moi. Où allons-nous les retrouver? Premièrement, nous devons retrouver du crédit fluide. Aujourd'hui, le comportement bancaire n'est pas acceptable. Il n'aide pas l'économie, il la surveille. Ce n'est pas la même chose. Deuxième élément. La manière avec laquelle intervient l'État en tant qu'investisseur, et vous-même. Donc ce que je peux faire dans cette situation, après avoir relâché la pression qui existe sur ce plan, sur les aides, plus d'aides sans contrepartie. Ça c'est clair, tout le monde comprend. Ça sera comme ça avec moi. Deuxièmement, la question de la dette, parce que je n'ai pas le temps de développer en 4 minutes. La question de la suppression de la dette est posée depuis 10 ans. Il y a un débat parmi les économistes. Donc évitons les caricatures, sinon on ne se comprend pas et on ne sait plus de quoi on parle. Je parle de la dette de la France auprès de la Banque centrale européenne. Voilà de quoi je parle. Et cette dette, c'est une dette à nous-mêmes car nous sommes membres de l'euro. Si bien que si la proposition est sur la table, évidemment pas nous les Français, tout seuls à décider que la dette n'existe plus.
Mais si nous avons une proposition européenne et si nous motivons au moment où les taux d'intérêt sont les plus élevés, plus de 4 points, nous ferons baisser ces taux d'intérêt parce que le ratio entre la dette de tous les États de l'Europe et leur PIB se sera amélioré. Voilà le sens de cette proposition. Alors. Les Américains font ça. Ils viennent de se racheter leurs propres dettes. Et nous, on serait les seuls de l'univers à renoncer à cette possibilité. Alors pourquoi a-t-on fait une monnaie unique? Pourquoi avons-nous une banque centrale européenne commune? Nous le pouvons. Et je vous prends le pari, si je suis élu, je trouverai des alliés en Europe, notamment dans les pays latins, et sans doute aussi les Allemands, car cette année, ils vont passer les 3% de déficit. Donc il y a un débat. Ne le caricaturons pas. Je ne suis pas en train de mettre en cause les créanciers privés, en tout cas à cette étape. Alors Jean-Luc Mélenchon, ayons-le ce débat. Édouard Philippe, je vous ai vu, n'hésitez pas tous à rapprocher votre micro. C'est pour vérifier voilà. Si vous suivez. Je vous fais le petit point technique, vous rapprochez bien vos micros pour qu'on vous entende bien. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Édouard Philippe, je vous voyais réagir et je me tourne vers vous parce que vous savez très bien que les derniers quinquennats du macronisme ont été souvent jugés, sont toujours jugés très responsables de la dégradation de la situation. Alors vous, que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui est juste ici? Et surtout, qu'avez-vous à proposer? Est-ce qu'il est toujours question d'un référendum, d'une règle d'or? D'abord, que la question de la dette, c'est pas une question, c'est une question extrêmement sérieuse. Et je dois dire que ce que je viens d'entendre de la part de M. Mélenchon pourrait m'amuser si ce n'était pas aussi dangereux. Je pense que ce que vous venez de dire, M. Mélenchon, c'est extrêmement dangereux. Je pense très sincèrement que expliquer à nos partenaires que nous n'allons pas respecter des règles dont nous sommes convenus en commun, que les Grecs ont respecté. D'ailleurs, j'observe que ceux qui ont mis en place les mesures très dures en Grèce, c'était des partis très à gauche qui n'ont pas eu le choix. Ce que vous êtes en train de dire, M. Mélenchon, au fond, revient à ça. Vous expliquez qu'on va brûler la dette et vous allez faire en sorte que la France finisse interdit bancaire. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. La France, elle a une parole, elle la tient et elle remet en ordre ses comptes comme tous les autres pays l'ont fait, y compris lorsqu'ils étaient gouvernés à gauche, avec du sérieux, c'est pas un gros mot, et en tenant les engagements qu'on a pris. Donc je pense que la dette, c'est un sujet sérieux. La deuxième chose que je crois, c'est que le risque est élevé. Et je sais bien que quand en France on dit bon, attention, on est dans une passe qui est dangereuse, nos concitoyens, même dans le débat public, disent toujours attendez, la France, c'est pas la Grèce. Je me permets de vous faire observer, M. Mélenchon, que les Grecs, avant la crise financière, ils disaient oh, la Grèce, c'est pas l'Argentine. Et à la fin, la crise est arrivée. L'effet de la dette sur notre économie, c'est un risque de choc extrêmement brutal qui serait terrible pour les plus fragiles, et deux, peut-être pire encore, un lent étranglement que nous sommes en train de vivre et qui nous interdit d'investir, de bouger, de conquérir l'avenir. Nous devons revenir à un esprit de conquête, et pour revenir à cet esprit de conquête, il faut régler cette question du déficit et de la dette. Et je le dis comme je le pense. Donc comment? Troisième chose. Référendum sur la règle d'or, par exemple? Troisième chose, l'endroit où nous dépensons beaucoup plus, non pas que les Chinois, non pas que des pays qui sont difficilement comparables par leur histoire, par leur identité, comme disait Mme Le Pen tout à l'heure, par rapport à nos voisins, l'endroit où nous consacrons beaucoup plus de richesses que nos voisins, c'est la dépense sociale. Nous avons une dépense sociale bien plus élevée, Prenez votre micro, Jean-Luc Mélenchon. Vous n'entendez pas au micro, mais mon voisin de gauche m'interrompt. Il est doublement mon voisin de gauche, du reste. Allez-y. C'est donc dans la maîtrise de la dépense sociale que nous devons faire des progrès, et notamment sur la question des retraites. Et je ne dis pas qu'il faut tailler dans les retraites. J'observe qu'en France, nous dépensons 3 points de PIB de plus que ce que les Allemands consacrent à leurs retraites. Je dis donc que nous devons faire, s'agissant des retraites, ce que tous les autres pays d'Europe, de droite ou de gauche, ont accepté de faire, travailler plus longtemps. D'accord, quel âge? Attendez. Vous savez très bien que tout le monde est attentif à cette question. Le thème de cette université d'été, c'est le courage. Tous les pays d'Europe, tous, ont eu le courage de dire, compte tenu de nos démographies
Et compte tenu de notre envie de préserver le modèle social et le pouvoir d'achat des actifs, nous allons devoir travailler plus longtemps. Le courage en France, et ceux qui rasent gratis ne diront pas ça, mais tous les autres doivent accepter de dire que oui, nous allons devoir travailler un peu plus si nous voulons préserver notre modèle social et notre richesse. Un peu plus tout le monde. Un peu plus tout le monde, mais pas dans les mêmes conditions. Jusqu'où poussez-vous le curseur du courage? Donc c'est l'âge, la question de l'âge. Ceux qui nous regardent disent ok, très bien. Pardon madame. Ils disent non, ça n'est pas populaire de dire ça. Et ils disent pas très bien. Croyez-moi, ils disent pas très bien. Mais je dis que nous allons devoir travailler plus longtemps. Plus pour ceux qui le peuvent. Et nous devons prendre en compte la réalité des métiers, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, parce qu'on n'a pas tous le même rapport au travail, et qu'il est normal, si on ne fait pas de déni démographique, de ne pas faire de déni de réalité. Donc nous allons travailler plus longtemps, et j'ai proposé, c'est vrai, quelque chose qui s'apparente à une règle d'or, qui permettrait, compte tenu du désordre que nous avons observé à l'Assemblée nationale, de poser une règle contraignant le Parlement à respecter cet équilibre des finances publiques. Et moi aussi, je pose les règles. Tenez, Marine Le Pen, vous qui avez dit, c'était il y a une semaine, je crois, il est grand temps de nettoyer les écuries d'Augias en parlant de la dette. Pardon, point retraite quand même. Le mot a été prononcé, il faut qu'on s'y arrête quelques instants. Jusqu'où vous poussez ce curseur du courage? Alors, on va s'y arrêter, mais je voudrais quand même faire remarquer à l'assistance que à chaque fois qu'il s'agit de parler de la dette, beaucoup de beau monde proposent que ce soit les autres qui fassent un effort, quoi. Moi, il m'apparaît que le premier qui doit faire un effort, c'est l'État. Et il doit baisser drastiquement son train de vie. Voilà ce que je viens de dire, parce que oui, je suis très inquiète par la situation de la dette. Donc clairement, nous la rembourserons. Deuxièmement, nous sommes pour l'inscription dans la Constitution d'une règle d'or. Vous voyez qu'on peut avoir un certain nombre de points communs. Nous présenterons juste avant le débat budgétaire, nous présenterons notre trajectoire de rétablissement des finances publiques avec 125 milliards d'euros d'économies. Pourquoi? Pas parce que ça me fait plaisir, parce qu'il est absolument nécessaire de le faire, parce qu'aujourd'hui, l'effet boule de neige de la dette n'est même plus le fait de l'importance des taux d'intérêt. C'est le refinancement de la dette qui, aujourd'hui, crée un effet boule de neige qui va, pour la souverainiste que je suis, nous priver de notre liberté, mais surtout nous mettre dans une situation économique, et vous et nous d'ailleurs, qui sera dramatique. Sur la retraite, pardon de vous dire, et on se donne rendez-vous la deuxième semaine d'octobre, vous verrez le nombre de secteurs dans lesquels on peut faire des économies. Les agences, 1200, les hauts instituts de je sais pas quoi, qui soit servent à rien, soit sont totalement toxiques. Pardon de le dire, et j'aurai des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, sûrement. L'immigration, qui coûte très cher à notre système de protection sociale. L'Union européenne, il n'y a pas de raison majeure qu'on lui accorde plus de 5 milliards de contributions nettes. Cette contribution, elle s'est envolée dans les dernières années sans que l'Union européenne n'apporte beaucoup, il faut bien le dire, à notre économie, si ce n'est une masse considérable de normes, de contraintes, d'empêchements et de règles diverses et variées. Ça, c'est pour la dette. Pour la retraite, la réforme des retraites que je propose, que j'ai proposée, elle part d'un principe qui n'est pas un principe comptable. Ça ne veut pas dire que je me moque de la comptabilité, mais elle ne part pas d'un principe comptable. Elle part d'une évidence, c'est que le taux d'emploi en France est trop bas. Nous avons, notamment pour les jeunes, 15 points de retard sur l'Allemagne. Et nous avons, je crois, près de 7 points d'écart pour le taux d'emploi général. Ça veut dire que le stock, en réalité, de travail n'est pas suffisant. Alors, la facilité, pardon, monsieur Philippe, c'est de dire, il n'y a qu'à faire travailler les gens plus longtemps. Sans d'ailleurs admettre qu'en réalité, il est extrêmement difficile de les faire travailler au-delà d'un certain âge, parce que, bien souvent, il faut bien le dire, lorsqu'ils sont licenciés à partir de 55 ou de 60 ans, ils ont le plus grand mal à retrouver un emploi. Et vous le savez, puisque vous avez proposé que les indemnités chômage soient réduites avant 50 ans. Ça veut donc dire qu'après 50 ans, vous savez qu'il est extrêmement difficile de retrouver, pour le coup, un emploi. Donc moi, ma première préoccupation, c'est d'augmenter le taux d'emploi des jeunes. Le premier emploi effectif chez les jeunes, c'est 27 ans.
C'est considérable. Il faut qu'il y ait plus de jeunes qui rentrent sur le marché du travail avant l'âge auquel ils le font aujourd'hui. Et pour cela, la réforme des retraites que je propose, elle répond également au problème de la pénibilité, sans multiplier par l'âge du capitaine le nombre de fois où on s'est penché dans la journée. Tous ceux qui ont commencé à avoir un emploi effectif au sens de l'INSEE avant 20 ans cotiseront 40 ans et partiront à 60 ans. Puis progressivement, jusqu'à 24 ans et demi, on arrivera à 42 ans de cotisation et un âge légal de 62 ans. Parallèlement, et je terminerai, parce que je me suis attachée au début, si je puis me permettre, de la vie au travail, je m'attache également à la fin. Et nous mettrons en place des incitations pour que ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite et ont leur trimestre puissent continuer à travailler s'ils le souhaitent. Et pour cela, par exemple, nous proposons de supprimer les cotisations retraite et les cotisations chômage. Ça incite les entreprises et ça incite les salariés. Mais pardon, oui, mais le temps file. Oui, le temps file, mais enfin, il a filé aussi beaucoup pour les autres. Je suis là pour le réguler, sinon on est là jusqu'à minuit. Cette réforme des retraites, elle s'englobe dans un projet économique global dans lequel massivement nous allons soutenir l'apprentissage, massivement nous allons soutenir l'alternance, massivement nous allons réformer les offres de formation pour qu'elles correspondent aux besoins qui sont celles des entreprises. Alors, terminons parce que j'entends déjà ce qu'on va me dire. Elle coûtera, la réforme que je propose, 9 milliards d'euros en année pleine. Vous me direz, ah mon Dieu, c'est un déficit supplémentaire. C'est un choix de société, mesdames et messieurs. Comme est un choix de société le fait d'avoir exonéré les entreprises de charges progressivement jusqu'à 3 fois le SMIC parce que le taux le coût du travail est trop important. C'est un choix de société. Assumons les choix de société. Moi, je les assume. On a encore pas mal de temps devant nous. On va pouvoir aborder encore pas mal de ces thèmes. Moi, Raphaël Glucksmann, j'ai envie de savoir si vous serez le candidat de gauche qui assumera de dire aux Français qu'il faut travailler plus longtemps. Alors, d'abord, vous allez savoir que je suis le candidat qui va assumer de dire que la solution de Marine Le Pen pour lutter contre la dette, c'est mettre fin à l'immigration. Et je pense que c'est vraiment le lieu de produire une telle analyse. Vous allez faire soit comme Madame Meloni, c'est-à-dire promettre une immigration zéro et ensuite vous rendre compte qu'on a besoin d'immigration dans notre pays, d'immigration de travail, soit couler définitivement l'économie française et aggraver grandement la dette. Et le deuxième coupable de la dette, selon Marine Le Pen, c'est l'Union européenne. Alors là, excusez-moi, c'est aussi, si, c'est ce que vous avez dit, puisque si on arrête de contribuer à l'Union européenne, ça veut dire qu'on en sort, hein, c'est qu'on sort des traités, et j'aimerais qu'on comprenne quand même la gravité d'un tel propos, pas simplement en manière géopolitique, mais économiquement. Quel est l'avenir des entreprises françaises? C'est le marché européen, et c'est justement le fait d'assumer ce marché unique, c'est ça l'avenir des entreprises européennes. Où est le niveau de protection pour nos entreprises? C'est à l'échelle européenne. Et moi, vous savez, au Parlement européen, je me suis battu pour que les dirigeants européens sortent de leur idéologie du libre-échange. Et à chaque fois que j'ai porté un texte, le bannissement des produits du travail forcé chinois, le fait de réserver les fonds européens de défense aux productions européennes, le fait d'imposer des normes aux géants de la tech américains. À chaque fois, Madame Le Pen, vos députés étaient contre, par idéologie anti-européenne. Et vous-même, Madame Le Pen, vous-même à l'Assemblée nationale, quand il y a un vote sur la taxe sur les petits colis chinois, sur Shein, cette plateforme qui est en train de détruire l'industrie de la mode française, qui est en train de saccager les commerces des centres-bourgs français, eh bien vous votez contre. Vous votez contre la protection donc des industries françaises, vous votez contre la protection des petits commerces français, et tout ça par idéologie. Donc quand on vous pose une question sur la dette, vous répondez les immigrés et l'Europe. Eh bien non, il y a d'autres problèmes en France, Madame Le Pen. Et donc, sur la question, pourquoi, et je vais répondre d'ailleurs à votre question directement, vous demandez quand est-ce qu'on remettra le calendrier de la réforme qui a été abrogée ou repoussée. Eh bien moi, nous l'abrogerons, cette réforme, parce que nous pensons qu'elle est injuste. Elle est injuste. Et que
la seule réforme des retraites qui peut fonctionner et faire consensus dans notre société, c'est une réforme juste. Et maintenant, quand on me pose la question, est-ce que vous voulez une réforme des retraites ou juste un retour pur au statu quo ante? Bien, je vais vous dire, oui, il faudra faire une réforme des retraites. Mais il faudra la fonder sur la pénibilité. Et j'en profite puisque je suis au MEDEF. Il y a eu un conclave. Et la CFDT et d'autres syndicats patronaux étaient proches d'un accord. Et je pense que vous avez fait une erreur. Mais on en discutera encore. Je pense que vous avez fait une erreur parce qu'en fait, une réforme juste, c'est une réforme qui considère que nous ne sommes pas égaux face au travail, que nous ne sommes pas égaux face à la vie et que donc nous ne pouvons pas être égaux face à la retraite. Et une réforme de gauche, eh bien c'est celle qui permet à ceux qui ont trimé dur et qui arrivent à la retraite avec une espérance de vie en bonne santé beaucoup plus faible que ceux qui ont eu une carrière plus facile, eh bien de partir plus tôt. Et donc, on ne peut pas donner une réponse universelle à cette question de où est-ce que vous mettez le curseur, où est-ce que vous mettez l'âge. Maintenant, je veux continuer sur la dette. Oui, mais il va bientôt falloir s'arrêter quand même. Oui, j'ai assisté à un meeting d'Édouard Philippe, puis à un meeting de Marine Le Pen. Je peux donc avoir mon propre meeting. Non, si chacun vous fait un meeting, personne ne va s'en sortir, ce sera bon pour laissez-moi finir sur la dette. Il faut s'attaquer à la dette. Oui, il va falloir faire des économies. Oui, il y a une taxation sur les plus hauts patrimoines qui est nécessaire. Oui, il va falloir voir comment fonctionne le train de vie de l'État, mais non, ce n'est pas l'État qui est en train de faire exploser la dette, c'est faux. Donc, maintenant, posons-nous la question de la dette, d'où vient-elle structurellement ? Structurellement, eh bien la dette, elle vient de la désindustrialisation des années 80-90. Elle est structurelle dans notre pays parce que nous ne produisons pas assez. Nous ne de bien dans notre pays. Il faut protéger nos producteurs et il faut arrêter de les exposer à une concurrence déloyale. Et pour finir, c'est quand même assez étonnant de prendre une leçon sur la dette de la part de deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron, bien qu'ils soient deux d'ailleurs, parce que pour défendre celui d'en UNI, parce que faire 1000 milliards de dettes supplémentaires sans créer le moindre actif, sur lequel on peut s'appuyer, c'est vraiment chapeau bas. Vraiment, avec Glucksmann, en avance. Mais alors justement, je vous donne la parole, Gabriel Attal, puisque vous devez visiblement être deux pour défendre un bilan. Allez-y. D'abord, je pense que c'est bien de répondre concrètement aux questions qui étaient posées par le chef d'entreprise. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Sur la première question, celle du calendrier, j'ai fixé un cap, revenir sous les 3% en 2032 et à l'équilibre en 2037. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive ? C'est ça que les Français attendent de savoir. L'INSEE, qui est un institut statistique indépendant, a établi que sur l'année 2024, pour la première fois depuis 15 ans, l'État avait dépensé moins que l'année précédente. Ce n'était pas arrivé depuis 15 ans, c'est l'INSEE qui le dit, c'est en ligne, c'est public. Pourquoi ? Parce qu'avec mon gouvernement, on a assumé de prendre un certain nombre de décisions qui ont été très contestées. Annuler 10 milliards d'euros de crédits budgétaires dans les ministères, justement, en cours d'année, décret qui donne lieu d'ailleurs à des fake news absolues et à des instrumentalisations totales. On a assumé de doubler les franchises médicales, on a assumé de geler et de surgeler un certain nombre de crédits de l'État. Résultat, l'État a dépensé moins que l'année précédente. Pourquoi est-ce que le déficit a augmenté en 2024 ? Pas du fait des dépenses de l'État qui ont baissé par rapport à l'année d'avant, du fait des dépenses sociales. Et je regrette que dans un certain nombre d'interventions, on passe sous le tapis le fait que la majorité de la dépense publique en France, c'est de la dépense sociale. Il faut avoir la clarté de le dire, puisque c'est une réalité. Et donc il faut assumer que la majorité de nos économies doivent être faites sur la dépense sociale. Il y a plein de mesures qui sont proposées, évidemment, des mesures d'économie de rationalisation sur l'assurance maladie, sur les arrêts maladie, sur l'assurance chômage, mais je pense qu'on n'est plus à des mesures de soins palliatifs. Je pense qu'il faut assumer de changer assez profondément notre système social. On n'en est plus à des ajustements de paramètres. Sur la retraite, qui était votre deuxième question, j'étais contre la suspension de la réforme de 2023. Donc évidemment, à l'issue de la période de suspension, si les personnes me font confiance, on va
qui était prévu. Mais enfin, il va falloir qu'on assume de changer de système de retraite. Parce que la réalité, c'est que tous les 2 ans, les 3 ans ou les 4 ans, vous avez des gouvernements qui viennent expliquer aux Français qu'il faut décaler l'âge légal de départ, mais que c'est la dernière réforme parce qu'elle va sauver le système. Et ensuite, vous avez un autre gouvernement qui arrive 2 ans ou 3 ans plus tard pour décaler à nouveau l'âge légal de départ. Le problème, c'est plus les paramètres, c'est le système. Et la réalité, c'est que si on n'avait pas de système de retraite en France aujourd'hui et qu'on devait en bâtir un, en inventer un, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, on ne ferait pas ce système par répartition, on construirait un système par capitalisation. C'est la réalité. Là aussi, il faut avoir le courage de le dire et ça serait bon pour notre économie. Donc moi, ce que je propose, c'est un nouveau système universel pour renouer avec une ambition qui a été la nôtre en 2017 de système universel, malheureusement abandonné à l'époque, un système libre qui se fonde sur la durée de cotisation. Vous partez tôt, vous avez peu, vous partez tard, vous avez beaucoup plus avec une incitation à travailler davantage. Et puis un système avec un vrai pilier de capitalisation. Ça, c'est pour les dépenses sociales. Ensuite, il y a évidemment les dépenses de l'État sur lesquelles on doit continuer à faire des économies. On a une opportunité avec l'intelligence artificielle. Vous êtes toutes et tous chefs d'entreprise. Tous les jours, vous vous interrogez dans votre entreprise sur comment on fait mieux avec moins. C'est basique. Et on doit avoir la même chose pour les administrations publiques grâce à l'intelligence artificielle. Non, mais j'ai moins de temps que les autres. Je vais juste terminer. J'ai eu moins de temps que ceux qui se sont exprimés auparavant. Troisième chose, les collectivités locales. Il faut assumer de rationaliser aussi et de faire une nouvelle organisation territoriale avec moins de collectivités territoriales qui par ailleurs seront plus clairement identifiées par les entreprises et par les Français pour les politiques qu'elles mèneront. Donc c'est possible d'y arriver. Et moi je le dis, les discours fatalistes qui expliquent que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, il n'y a qu'à annuler la dette, personne n'y croit. S'il suffisait d'annuler la dette, d'abord pourquoi ça n'a pas été fait avant? Ensuite, si vous considérez, M. Mélenchon, qu'il suffit d'annuler la dette, pourquoi vous proposez en même temps d'augmenter les impôts? C'est par pur sadisme, s'il suffisait d'arrêter la dette. Et troisièmement, plus personne n'aurait confiance en nous. Et Madame Le Pen, et je terminerai par là, Madame Carouer, vous entendre là aussi faire la leçon ces dernières années. Toutes les réformes qui ont été proposées pour faire des économies, notamment dans la sphère sociale, vous avez voté contre. Vous avez voté contre les conditions face au RSA. Vous avez voté contre la réforme de l'assurance chômage, contre la réforme des retraites. Vous êtes dans une AG de copropriétaires. Vous êtes celle qui vient aux AG, qui vote contre toutes les provisions, toutes les économies, mais qui se plaint que l'ascenseur soit en panne le lendemain. Ça suffit maintenant. Mais parce que vos propositions sont injustes, monsieur l'ancien Premier ministre, dont il est effectivement utile de rappeler que sous Macron, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, le PLF 2026, 43 milliards d'ajustements supplémentaires de prévus, le gouvernement Barnier, 30 milliards, dont 20 milliards d'augmentation des impôts sur les entreprises. Bon, par conséquent, vous avez été ceux qui avaient aggravé considérablement les impôts. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas M. Barnier et que je serais bien resté à la place de M. Barnier à l'époque pour ne pas augmenter les impôts. Je ne vous ai pas beaucoup vu vous opposer tout de même. C'est nous qui nous sommes opposés et qui avons protégé précisément Marine Le Pen, les vous avez beaucoup d'avance. augmentations. Faites-moi confiance, on a tout un système très précis. C'est pour ça que je me permets de vous dire parfois quand vous êtes un peu en retard, un peu en avance. Vous l'étiez un petit peu en retard, vous l'avez rattrapé ce retard, Gabriel Attal. Marine Tondelier, maintenant, vous pouvez répondre, notamment sur ce changement du modèle social français. Pour tout vous dire, je suis assez choquée de ce que j'entends. J'entends Madame Le Pen nous faire des leçons sur l'immigration devant le MEDEF, avec lequel je ne suis pas d'accord sur tout, certes, mais dont j'ai lu le rapport qui expliquait que l'économie française ne pourrait pas tourner en 2050 sans 3,6 millions de travailleurs étrangers. C'est ça la réalité. Et je suis applaudie par le MEDEF et je m'en réjouis. Deuxièmement, j'ai entendu des mesures d'économie dont je connais le danger. Et je trouve ça facile de balancer à la cantonade, assurance chômage, dépenses sociales. Premièrement, je veux que chacun se rende compte de la fracture sociale de ce pays. C'est un peu chiracien comme expression, mais on n'a jamais été aussi proche d'une rupture du pacte social. Pas juste parce que les gens sont pauvres, mais parce qu'ils voient les injustices et qu'on arrive à un moment où personne ne peut trouver ça logique, juste, acceptable. Et que ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Quand j'entends M. Philippe dire « on va mettre fin à l'open bar sur les arrêts maladie », mais de quoi parle-t-on? D'un pays
dont le président de la République, quand il était ministre de l'économie, a supprimé 4 critères de pénibilité. Madame Le Pen disait tout à l'heure en plaisantant, oui, comment calculer la retraite, ça dépend de l'âge du capitaine et de combien de fois on s'est baissé dans la journée. Eh bien non, ça ne dépend plus de combien de fois on s'est baissé dans la journée. Parce que les postures pénibles, qui comme leur nom l'indique sont pénibles, ne sont plus un critère de pénibilité grâce à Emmanuel Macron. Donc oui, les gens sont plus malades. Ils sont plus malades aussi parce qu'ils ont moins accès aux soins, parce qu'on met longtemps à trouver un médecin, parce que des maternités ferment, par exemple. Il y a plein de départements, il n'y a plus de maternité. Et moi, quand je rencontre les pompiers avec qui je ferai une conférence de presse demain, ils me disent on n'a jamais fait autant d'accouchements. Parce que ce système français, il est en train de s'effondrer, qu'il y a des gens qui le tiennent à bout de bras. Quand je vois qu'on a supprimé 200 inspecteurs, qu'on a supprimé 16% des inspecteurs du travail récemment, et que du coup, il y a plus d'accidents du travail aussi, quand je vois qu'en France, on meurt 2 fois plus au travail que dans toute l'Europe. 2 fois plus. Je ne pense pas que dans les pays d'Europe autres que la France, on travaille 2 fois moins. Eh bien, on meurt 2 fois moins dans ces pays-là. Donc oui, les dépenses sociales, c'est important. Et puis, on va quand même se parler... Et puis, vous parlez de dette et de retraite. Mais on va quand même se parler... Alors moi, sur la retraite, j'abroge la réforme. Je sais pourquoi. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu beaucoup de suspense sur la question. Nous étions dans la rue pour la combattre. Elle est passée de manière illégitime et quand ça passe de manière illégitime, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je voulais vous dire aussi que quand on essaye de faire des économies en n'ayant pas compris l'écologie, on fait pire que mieux. J'ai à ma gauche quelqu'un qui a supprimé des commandes de Canadair pour faire des économies. J'ai à ma droite quelqu'un qui a supprimé, qui a annulé d'une base dans les Landes à Mont-de-Marsan qui aurait permis d'arriver plus vite pour les bombardiers, pour les Canadair qui ont été annulés. Évidemment, sur l'écologie, puisqu'il n'y a pas de crise climatique. On est libre de ne pas voir les limites planétaires. Donc, premièrement, on ne combat pas la crise climatique. Deuxièmement, on ne prend pas les mesures d'adaptation. Le fonds vert qui devait servir aux collectivités à isoler le bâti scolaire, les écoles de nos enfants, qui devait servir à prévenir les risques d'inondation, il a été divisé par 4 en 2 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. On l'a dit à chaque fois, gouvernement Attal, gouvernement Barnier, gouvernement Bayrou, gouvernement Lecornu, tous vous l'avez baissé. Et résultat, on en est là et on n'est pas prêt. Alors le meilleur, puisque nous sommes à bord du Titanic, insubmersible et qu'il n'y a pas de risque, puisqu'il n'y a pas de crise écologique, on lésine sur les moyens de secours. Je l'ai dit pour les Canadair, je l'ai dit pour la base dans les Landes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se sent tellement intouchable, tellement en sécurité qu'on peut lésiner sur les moyens de secours, qu'on peut faire des économies de bout de chandelle et ne pas assez pourvoir en moyens les pompiers. Mais les gens qui prennent ces décisions-là, comme sur le Titanic où il y avait 2 fois moins de place sur les canaux de sauvetage qu'à bord du bateau, c'est des gens qui savent qu'ils auront toujours leur place sur le canot de sauvetage. C'est ça la réalité. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'il va falloir prendre des mesures justes parce qu'aujourd'hui, quand certains veulent faire de l'écologie, je parle pour 2, donc j'ai plus de temps. Je parle pour les générations futures. Ah oui, non. Pardon, ça a beaucoup de charme, je le reconnais, mais je crois vais quand même finir ma démonstration. Ce que je vous dis juste, c'est que l'écologie telle qu'elle a tenté d'être faite à un moment de ce mandat, elle a été très mal faite parce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'une mesure ne peut pas être juste si elle ne prend pas en compte le fait que les personnes n'ont pas les mêmes revenus, pas les mêmes responsabilités dans le problème et pas les mêmes alternatives. Donc si vous faites les mêmes mesures pour des gens qui ont des voitures ou pas de voitures, pour des gens qui sont principaux responsables de cette crise ou pour des gens qui ont un mode de vie tout à fait sobre et pour des gens qui ont les moyens de trouver d'autres solutions ou pas, alors c'est très injuste et ça ne marchera pas. Donc je dis justice sociale, justice fiscale et oui ça coûtera un peu d'argent mais je rappelle pour terminer que l'inaction climatique et les assureurs dans cette salle le savent coûte 5 fois plus cher que l'action. Donc faire des économies sur l'écologie c'est une mauvaise décision environnementale mais c'est une mauvaise décision économique. Bruno Retailleau, je peux vous dire que les compteurs ils avancent très vite là sous mes yeux, j'en suis la garante. Bruno Retailleau, allez-y. Je voudrais d'abord remercier Marine Tondelier parce qu'elle a fait de la publicité pour le Vendée Globe. Alors je l'invite à la prochaine édition, évidemment. Simplement, je pense que le courage, c'est de dire la vérité et dire des choses simples. Voilà. Si la France en est là aujourd'hui, on est au bord de la faillite et jamais les Français n'ont été aussi pauvres. Le niveau de vie des Français désormais est en dessous du niveau de vie moyen des Européens. Les Polonais vont nous rejoindre et nous doubler dans quelques années. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pour 2 raisons, 2 boniments.
La gauche nous a dit, avec les 35 heures, avec la retraite à 60 ans, ils ont dit aux Français, travaillez moins et vous vivrez mieux. Et on sait où ça en est aujourd'hui, où on en est. Et le deuxième boniment, c'est de dire on va raser gratis. Pas de problème, les dépenses publiques, ça va nous assurer de bons services publics. Aujourd'hui, on n'a jamais autant dépensé et on n'a jamais eu autant de fragilité à l'hôpital, la justice, l'école. Il faut changer le système. C'est pas seulement des réformettes, des rustines. La réalité, c'est de dire que la dette et la retraite. Vous avez eu raison, monsieur, de lier les deux. Parce qu'on n'arrivera pas à traiter le problème de la dette sans avoir et mettre plus de travail dans l'économie. Il nous manque 3 semaines par rapport aux Européens dans une année. Il nous manque 3 années dans une vie. Voilà, je veux bien croire qu'on soit une île, mais on ne l'est pas. Et si on ne met pas plus de travail, et pour encourager le travail, il fera que le travail paye plus, on y reviendra tout à l'heure, je dirais la solution que j'ai, moi, pour que ça paye plus, et qu'on arrive à faire converger le net du brut. Mais simplement, puisque Marine Le Pen, vous aviez dit, vous avez raison, sur le taux d'emploi des jeunes, mais vous avez oublié de dire qu'on a un problème de taux d'emploi des seniors. Et moi, la retraite, il n'y aura pas ici, je vais vous dire, aucun des candidats aujourd'hui et demain ne pourra résoudre le problème des finances publiques et de la dette sans la retraite. Parce que la retraite, c'est 1/4 de la dépense publique. Et quand je suis né, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Et aujourd'hui, un peu plus de 1,5, un peu plus de 1,6. Moi, ce que je propose, c'est que, bien entendu, il y a un étage de capitalisation. Évidemment, mais la capitalisation, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour dans 15 ans, c'est pour dans 20 ans, c'est pour la future génération, pour qu'ils aient des bonnes retraites. Mais moi, j'assume, pour qu'il y ait plus de travail, qu'il y ait une réforme du régime par répartition, j'assumerai un âge légal, parce que quand on ne l'assume pas, on crée une machine à fabriquer des retraités pauvres. Ou alors, il faut mettre sur la table le taux de décote. Mais ceux qui diront il n'y a pas d'âge légal de départ, en réalité, ils tricheront. Parce qu'ils oublieront de dire que ceux qui partiront pas à cet âge, ils partiront avant, ils seront libres. Mais ils seront libres d'avoir des toutes petites retraites et en plus, on n'augmentera pas le taux d'emploi chez les seniors. Et ça, c'est fondamental. Et dans cette réforme que je dévoilerai dans quelques jours, je proposerai une disposition qui avait été à l'époque décidé par François Fillon dans le Code du travail, qui n'a jamais été activé, c'est de lier par une équation proportionnelle, lier l'âge de la retraite et l'espérance de vie à la retraite. On ne va pas se faire un psychodrame tous les 10 ans. Ce sera une réforme équilibrée et ce sera une réforme des retraites qui sauvera le régime, qui fera de bonnes retraites et qui mettra plus de travail dans l'économie. Je termine évidemment sur la dette et le déficit. La dépense sociale, première dépense. Évidemment, la retraite, l'assurance, évidemment, là encore, la santé. Mais il y a aussi l'État. Il faudra assumer de diminuer le nombre de fonctionnaires. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on peut diminuer autour de 250 à 300 000 fonctionnaires. On a moins de productivité par rapport à tous les autres pays européens. Il ne faudra pas donner le statut à tous les agents publics. Le statut, ça sera pour le régalien. Le contrat, ça sera pour les autres, pour avoir des gestions de carrière beaucoup plus souples. Il faudra évidemment supprimer aussi ces agences, ces opérateurs, et celles qu'on conservera, tous les 3 ans, ils devront justifier leur raison d'être. C'est comme ça qu'on parviendra, en 5 ans, à rétablir l'équilibre et à faire en sorte qu'on stabilise la dette. Plus de travail, moins de dépenses publiques. Alors je sais que vous aimeriez tous réagir plus ou moins, mais il faut qu'on avance parce qu'il y a des entrepreneurs ici qui ont des questions bien précises. On doit ouvrir maintenant le dossier très attendu également de la réindustrialisation. Et bonjour à vous Julie Neuville et merci d'avoir accepté de vous plier à cet exercice. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui a mis au point un procédé qui est très novateur de production de ciment bas carbone. Vous préparez le déploiement de 10 usines en Europe, mais ce n'est pas aussi simple que vous l'espériez, n'est-ce pas ? Allez-y. Tout à fait. Alors bonjour à toutes et tous. Effectivement, on produit un ciment qui est un ciment d'avenir, bas carbone, circulaire. Et tout ça, ça existe déjà en France avec une technologie brevetée française.
sur le chemin, il y a beaucoup de difficultés et 84% des chefs d'entreprise qui ont répondu au sondage placent en priorité la réindustrialisation sur le devant de la scène. Donc aujourd'hui, quand on veut implanter des usines, c'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux, il y a plein d'étages, c'est extrêmement complexe. Pour exemple, nous sommes en capacité de construire notre usine en 12 mois. Pour autant, le délai d'autorisation pour obtenir tout ce qui va bien avant de mettre le premier coup de pioche est 2 à 3 fois supérieur que dans les autres pays européens. Quelle démarche, quel projet, quelle réforme concrète pouvez-vous proposer pour nous permettre, sous des délais raisonnables, de construire des usines vertes qui nous permettront de réindustrialiser nos territoires? Merci beaucoup, Julie Neuville, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça s'entend pour ceux qui nous regardent, mais c'est le déluge. C'est le déluge sur le cours central. Heureusement, on a mis tout ce qu'il faut là au-dessus de nos têtes pour se protéger. Mais si vous entendez ce bruit, c'est bien ça, c'est la pluie. Je soupçonne même un orage. Alors, Marine Le Pen, je vais vous donner la parole parce que, dans mon souvenir, en 2025, vous avez même demandé et obtenu une commission d'enquête sur la réindustrialisation du pays. Mais je tiens à préciser, Marine Le Pen, que vous avez beaucoup d'avance en termes de temps de parole, 3 minutes d'avance par exemple sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, les bases sont posées. Allez-y. Oui, effectivement, on a fait une commission d'enquête sur les freins à la réindustrialisation parce que c'est un élément absolument essentiel de notre projet. Je vais d'abord répondre à votre question qui est une question précise qui touche en fait à l'implantation foncière. C'est un sujet majeur parce qu'il y a 90% des intercommunalités là en France qui n'ont plus de foncier disponible dans les 4 ans pour l'industrie, ce qui pose un problème quand on veut réindustrialiser. Donc oui, bien sûr, il va falloir réduire considérablement les coûts et pour réduire considérablement les coûts, c'est simple, on va faire de l'exception la norme. C'est-à-dire que les projets d'intérêt nationaux majeurs, je viens vous dire aujourd'hui que toute implantation industrielle sera considérée par nous comme un projet d'intérêt national majeur. Et donc les normes seront considérablement réduites et donc les délais seront considérablement réduits. Nous ferons un effort particulier évidemment sur les 150 000 hectares des friches qui sont déjà artificialisées et qui donc permettront encore d'accélérer. Mais permettez-moi de vous dire que la réindustrialisation, elle passera aussi par d'autres leviers essentiels. D'abord, un choc de compétitivité. Le choc de compétitivité, il va être fiscal. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les impôts de production. Il faut supprimer évidemment la CVAE, il faut supprimer la CFE, il faut supprimer le C3S. Tout cela, nous le supprimerons précisément pour créer ce choc de compétitivité. Les impôts de production, c'est l'ennemi de la réindustrialisation, entre autres. On reviendra dans ce débat un peu. Il faut agir également sur la commande publique. La commande publique, c'est 200 milliards d'euros par an. Il faut que la commande publique soit fléchée vers les entreprises présentes territorialement en France. Donc il n'y a pas de critère de nationalité, c'est interdit par l'Union européenne, il y a un critère de territorialité. Et ainsi, on va pouvoir évidemment relancer aussi les filières. Mais nous avons une méthode, ce seront les comités de filières. Nous sommes allés voir toutes les filières, quasiment, pour leur dire quelles sont les normes qui sont les plus toxiques pour vous, quelles sont celles que nous devons supprimer immédiatement. Ils ont répondu, nous avons des dizaines de tableaux Excel avec des listes infinies de normes qui sont inutiles, qui sont supérieures aux exigences européennes et qui sont un frein, d'abord un impôt papier et deuxièmement un frein considérable à la vie et à l'expansion des entreprises. Et ça, cette suppression-là, nous la ferons par un train d'ordonnance dès notre arrivée au pouvoir. Avancez, voilà. Sinon vous n'aurez plus de temps pour les autres thèmes. Oui, mais et je pense que vous avez envie. Mais voilà de vous y arrêter des éléments précis pour, je crois, encore
enclencher cette réindustrialisation pour laquelle nous nous battons, nous, depuis des années. Jean-Luc Mélenchon, et donc je précise que vous avez du retard, Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai vu passer que vous souhaitiez sur ce point parler avec les patrons, notamment pour parler commande publique, etc. Non mais là vous allez me laisser choisir mon thème si vous voulez bien, parce que tout à l'heure c'était la dette. Je veux d'abord dire, bon, je réponds à votre question rapidement. Honnêtement, nous sommes classés dans les pays, par la Banque mondiale, dans les 15% de pays où c'est le plus facile de faire des affaires. Je ne crois pas, je ne souscris pas à votre appréciation. Pour réindustrialiser, il faut dire ce que l'on veut faire dans notre pays. Quels sont les objectifs qu'on se donne? Il y a eu un temps où on a fait ceci, cela, des trains, des avions, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on ne dit pas dans quelle direction on avance, on ne le saura jamais. Je pense que nous pouvons reconstituer une industrie textile dans notre pays. Je pense que nous pouvons avoir une filière bois. Je pense que nous pouvons avoir une locomotive si nous faisons l'avion spatial. Et il y a une entreprise qui sait le faire dans notre pays. Et ainsi de suite. Je peux en donner toute une série. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde. Nous devons trouver la machine, elle existe au type de prototype, pour faire les centaines de machines pour capter l'énergie de la mer. Donc je me résume sur ce point. Et vous me permettrez de dire ensuite autre chose. C'est en disant dans quelle direction la planification doit aller, et notamment la planification écologique, notamment la construction d'un réseau de l'économie circulaire. Voilà comment on va dire où on va, avec ces mines urbaines, par exemple. Maintenant, j'ai un point à dire sur tout à l'heure. Vous parlez beaucoup de la vérité et de tout le reste. Mais alors, pour les comptes de l'État, vous y allez tranquillement, hein. On supprime les impôts, on supprime les taxes, mais on va augmenter ceci et cela. Qui va payer tout ça, Madame Le Pen? Vous supprimez les impôts de production au niveau local? Qui va compenser cette somme? Écoutez-moi, je sais ce que vous avez fait. C'est malin, c'est habile, vous là. Vous avez transféré les recettes de cotisation de la sécurité sociale sur le budget de l'État. Vous avez fait une TVA sociale, parce que vous faites payer ces cotisations avec la TVA. Voilà la vérité. Et maintenant vous dites, ah ben l'État se ruine à payer les cotisations sociales. Imaginez-vous que je vous prenne au mot et que je dise on va rétablir toutes les cotisations sociales qu'on a annulées jusqu'à présent et qui sont payées par l'État. On tuerait instantanément des centaines d'entreprises. Donc vous vous êtes donné un moyen de chantage sur nous. Mais pour autant, on le fera. On devra non pas remettre toutes ces cotisations d'un seul coup, mais progressivement et en trouvant d'autres recettes. Si on ne le faisait pas, on mentirait. La sécurité sociale est à l'équilibre. Si vous ne lui payez pas ses recettes. Quant à la retraite, il y a quelque chose que beaucoup de gens ont l'air d'oublier ici en allongeant la durée du temps de travail. Figurez-vous que le temps libre des retraités, c'est pas du travail salarié, mais c'est du travail civique. 80% des maires ont la soixantaine et plus et sont. C'est du temps familial, c'est du temps associatif, ce n'est pas du temps perdu. Ce temps que vous voulez capter en travail salarié, il manquera à la société, à la vie de famille, à la vie civique. Voilà des exemples qui devraient appeler à une certaine forme de modération. Quant à rallonger l'âge de départ à la retraite, d'abord, premièrement, les droits doivent être universels. Si vous voulez qu'ils soient acceptés, ils ne peuvent pas être à la tête du client. Et Madame Le Pen, je vous le dis, il est impossible de savoir combien de temps quelqu'un vivra. Ça m'étonne que j'ai à vous apprendre ça. Ben si, c'est vous qui venez de dire ça. En fonction du temps qui reste. Personne ne le sait. Non, mais c'est un élément qui compte. Oui, bah, je ne sais pas qui c'est, mais c'est vous pour lui. C'est pareil. Il faut partir d'une réalité. Cette réalité, elle est humaine. Nous parlons d'êtres humains. Donc, pour ma part, premièrement, nous allongerons la retraite et nous reviendrons dans un premier temps à 62 ans. Et mon but est d'arriver le plus vite possible, retourner à 60 ans. Si vous ne comprenez pas que le vrai problème de notre société, c'est le choc des cycles de la vie et qu'on ne peut pas exiger d'une femme, d'un homme qui soit à la fois au travail et à la maison à s'occuper de ses gosses et de ses anciens. Il faut donc que la part de chacun dans l'existence soit garantie. Et en plus, je vais vous dire, si on n'admet pas l'idée que le pays va se réindustrialiser en se donnant des objectifs, vous ne ferez qu'une chose. Les gens que vous voulez faire partir plus tard à la retraite, premièrement, tomberont malades davantage et donc auront les budgets de santé. Et deuxièmement, ne trouveront pas de boulot. Donc
vous coulerez le système d'indemnisation du chômage. Ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut repartir dans l'autre sens. Plus d'activité et vous verrez qu'on trouvera les bras. Je termine sur les jeunes. La jeunesse de notre pays, peu de gens ont l'air de le savoir. 50% d'une classe d'âge passe dans l'enseignement technologique, dans l'enseignement professionnel et dans l'apprentissage. 50%. Je m'engage à créer une filière qui, du CAP à la licence professionnelle que j'ai créée, pourra accéder par ce biais à une mobilisation sur du travail qualifié, de plus en plus qualifié. Un dernier mot. Au moins Patrick Martin, il a le courage de ses idées. Quand il explique qu'on va remplacer les cotisations sociales, parce qu'il sait que c'est pas de la TVA, il dit on va augmenter la TVA et on va la porter à 2 points au-dessus du taux normal. Et vous, avec quoi vous payez tout ça? Parce que depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de dire ce qu'il ne faut plus prendre. Mais vous ne dites pas de quelle manière vous comptez compenser ce que vous allez... Vous avez rattrapé votre retard. Très bien. Le social est une valeur. C'est par le social qu'on développe un peuple, pas par l'inverse, les privations et les punitions. Eh bien, pour reprendre votre expression, je reprends la main, vous avez rattrapé votre retard, puisque vous avez été notamment pointé du doigt, Édouard Philippe, on l'a compris, et je vous ai vu, parce que je vous vois directement à ma gauche, prendre, oui, je sais, vous avez visité à peu près tout le monde, mais vos notes, qu'avez-vous à répondre? Voilà, je parle après une éruption vocale sur ma gauche, un déluge qui vient du ciel, c'est un débat présidentiel, François Hollande n'est pas là, et pourtant il pleut. Attends, je suis là, il y aura le soleil bientôt. Vous avez posé, madame, la question de la souveraineté. J'observe d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, vous avez dit que vous ne compreniez pas la réalité dans laquelle vous évoluez. Mais j'ai pas dit ça, je parlais d'autre chose. Mais arrêtez de caricaturer tous ceux qui parlent. Elle n'a pas dit qu'elle voulait quitter l'Europe, elle a dit qu'elle ne veut pas payer le surplus, et moi non plus. Arrêtez de caricaturer tout le monde. Répondez à ce qu'on vous dit. Monsieur Mélenchon, je vous propose qu'on reste calme. Ouais. Si, je vous assure, ça fait du bien à tout le monde. Et je constate que vous avez dit, je ne suis pas d'accord avec des faits que madame a décrits. Vous l'avez dit, vous regarderez la VAR. Vous regarderez la VAR. Calme, hein. Messieurs, en attendant, vous regarderez la VAR. En attendant, Gineville, j'attends effectivement une réponse. Juste, les questions de souveraineté que vous posez, elles se jouent à 2 étages, me semble-t-il. En France et en Europe. Et elles sont importantes aux 2 étages. En France, on a mis en cause tout à l'heure un certain nombre de choses qui avaient été faites au cours des années récentes. Je me permets quand même de dire que la France a été le pays qui a concentré le plus d'investissements étrangers de toute l'Union européenne, à partir de 2017-2018. Madame Le Pen, vous opinez, il se trouve que c'est un fait. Ce qui veut dire que la politique de l'offre, ce qui veut dire que cette politique était suffisamment convaincante pour que des entreprises étrangères viennent investir, créer des usines, viennent créer de la richesse sur notre territoire. Un certain nombre donc de choses se jouent en France. L'essentiel, c'est la compétitivité. Car l'essentiel de la concurrence que nous vivons, on se dit souvent qu'on vit la concurrence de la Chine ou de l'Inde. Elle est terrible, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais l'essentiel de la concurrence en matière industrielle que nous subissons, nous la subissons de pays qui sont des pays voisins, qui évoluent eux aussi dans le cadre de l'Union européenne. L'Allemagne, l'Italie du Nord, l'Espagne, voilà des nations industrielles d'Europe qui font très mal à notre absence de compétitivité. Nous devons donc régler, me semble-t-il, 4 sujets. La dette, la souveraineté. Sans régler la dette, ça n'existe pas. Nous devons offrir au maximum, et c'est difficile dans un pays comme la France, qui produit de la norme, comme d'autres produisent des discours, de la stabilité, de la visibilité, même imparfaite, dès lors qu'elle est stable, est toujours préférable à une évaluation normative qui part dans tous les sens. Moi, je considère que nous devrons proposer un moratoire normatif à partir du moment où l'essentiel et le premier budget auront été adoptés. Les avocats seront malheureux, pardon à ceux qui sont dans la salle, mais on a besoin de stabilité dans tous les domaines fiscal, social, environnemental, si on veut pouvoir avancer. Troisième chose, la formation. Le déterminant, probablement un des déterminants essentiels de notre compétitivité, c'est la formation, l'éducation, l'apprentissage. On est revenu sur une réforme de l'apprentissage qui produisait des effets. Je déplore. C'est le sujet fondamental, me semble-t-il, de la compétitivité. Et enfin, les infrastructures, on en parle trop peu. Notre pays
environnement, de son environnement, ça passe par des investissements massifs. Et ces investissements sont une condition de notre compétitivité. Tout ça, ça se joue en France. Tout ça, ça dépend de nous. Et puis il y a des choses qui dépendent de l'Europe, où nous devons peser en Europe. Donc, 3. D'abord, la logique de puissance. Je suis désolé, consterné, navré que l'Europe ait renoncé aussi vite à parler le langage de la puissance et à assumer le fait qu'elle est une puissance face à d'autres ensembles continentaux. Nous devons, je le crois, si nous voulons jouer de notre puissance, finir le marché commun. Aujourd'hui, nous n'avons pas terminé le marché commun. Nous devons faire l'union des marchés de capitaux. Ça permettra un financement bien plus facile de toutes les entreprises qui veulent développer leur activité en France et en Europe. Ça, c'est terminer les marchés, indispensable. La deuxième chose, c'est que nous devons convaincre nos partenaires européens de parler le langage de la puissance à la Chine et aux États-Unis. Je dois dire que j'ai trouvé que le Premier ministre canadien avait infiniment plus de classe, infiniment plus de vista que l'ensemble de l'Union européenne. Je préfère 1000 fois ce qu'a dit le Premier ministre canadien au traité piteux que Mme von der Leyen a été signé en Écosse avec M. Trump. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons jouer en Europe et nous devons nous battre vis-à-vis de la Chine. Et j'en termine. Vis-à-vis de la Chine. Je pense, nous sommes confrontés avec la Chine à un pays qui a aujourd'hui un avantage technologique et des coûts qui sont plus bas. C'est la première fois que ça nous arrive et c'est terrible. Nous devons donc arrêter la forme de naïveté consistant à dire qu'il suffit d'avoir des échanges avec la Chine pour que tout aille bien. Je propose que les produits fabriqués par des entreprises chinoises pour être commercialisés dans la zone euro soient tenus d'être produits dans la zone euro. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Chinois avec nous. Il y a 30 ans, 20 ans, si un Européen voulait vendre en Chine, il fallait qu'il produise en Chine. Une partie de sa production, une partie de ce qu'il vendait. Nous devons inverser cette tendance et imposer aux entreprises chinoises, si elles veulent accéder au marché européen, à produire en Chine. Et enfin, nous devons cesser la très grande naïveté et je pense la très grande irrésolution de l'Europe s'agissant des petits colis. Vous l'avez évoqué, pardon, je ne sais plus lequel l'a évoqué tout à l'heure. C'est un énorme sujet local et national et nous devons être beaucoup plus fermes avec et pas simplement la France. Merci. Ça se joue au niveau européen. Sinon, tout est contourné et ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc des éléments français, des éléments européens et une logique cohérente et résolue de faire en sorte que nous passions aux grandes puissances continentales le langage de la puissance. Bon, vous aurez noté, il a été beaucoup question d'Europe. Raphaël Glucksmann, vous êtes avancé comme un réflexe naturel. Oui. Allez-y. Parce que quand je vous écoute, je me dis vraiment quel dommage qu'il n'ait pas eu le gouvernement. Parce que moi, quand je me battais au Parlement européen pour justement affronter tous ces sujets de souveraineté, je n'avais pas le soutien du gouvernement français. Ni sur les questions de défense, ni sur les questions de défense commerciale, et surtout pas sur la question chinoise. Il y a un moment, il va falloir dire la vérité. Vous avez mentionné la concurrence intra-européenne. Moi, j'ai jamais rencontré, ou très peu, d'entrepreneurs français dans l'industrie qui m'expliquent que le principal danger, c'est la concurrence allemande ou la concurrence néerlandaise. Partout, on ne parle que de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, il y a une méthode chinoise qui consiste à produire, grâce à des subventions, en choisissant les filières et en exportant des produits qui peuvent être fabriqués par des esclaves, qui peuvent être fabriqués et vendus ensuite à perte, avec un seul but, éradiquer, filière par filière, nos productions stratégiques. Et donc maintenant l'enjeu, je pense que pour le prochain président de la République, ce sera d'aller à Bruxelles et de taper du poing sur la table. Fini les accords au rabais. Désormais, la France, qui est le socle de l'Union européenne en matière de sécurité, tous les pays européens ont besoin de nous. Eh bien, la condition pour avancer sur la sécurité collective, ce sera une réorientation des politiques industrielles et commerciales de l'Union européenne. Parce qu'il y en a marre. Je vais vous dire, il y en a marre. Et pourquoi ça va fonctionner maintenant? Parce que les Allemands, allez, soyons directs, les Allemands, qui pendant des décennies ont cru qu'ils pouvaient fabriquer des biens à haute valeur ajoutée et les envoyer en Chine et en échange être abreuvés de biens à faible valeur ajoutée. Eh bien, se rendre compte aujourd'hui que le Mittelstand allemand est en train de se faire attaquer, cibler et menacé par la production chinoise. Et donc, il y aura une écoute aujourd'hui en Europe pour réorienter. Et il va falloir être extrêmement rapide et ferme. D'abord, la loi acheter européen.
pour tout. On utilise les 2000 milliards de commandes publiques européennes pour les réserver aux productions européennes. On arrête d'acheter chinois avec l'argent des contribuables européens. Ensuite, on met en place des normes. Je sais que vous détestez les normes, mais il y a des normes que vous devez aimer. On met en place des normes à l'entrée sur notre marché. C'est les mesures miroirs. En gros, on ne peut pas imposer à nos producteurs une concurrence étrangère de producteurs qui ne respectent pas les normes que nous imposons aux nôtres. C'est aussi simple que ça. Moi, je comprends la colère. C'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai partout. Désormais, il faut un principe de justice. Et derrière, on n'arrivera pas à réindustrialiser si on ne fait pas des choix. Aujourd'hui, on fait du saupoudrage. Il va falloir qu'on choisisse des filières qu'on contrôle de A à Z, qui sont les filières stratégiques pour la souveraineté de notre pays. Et il va falloir qu'on mise sur l'innovation. Aujourd'hui, l'Europe est en train de devenir l'Empire ottoman du XXIe siècle. L'Empire ottoman a raté l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et derrière, eh bien, ça a été un lent déclin et l'Empire ottoman s'est fait dépecer par les puissances mondiales. C'est la même chose, oui, mais c'est l'avenir de l'Europe dont je parle. Oui, c'est la même chose. Je veux bien, mais c'est la même règle pour tout le monde, Raphaël. C'est la même chose qui menace l'Europe. C'est la même chose qui menace l'Europe et la France. Si nous ne mettons pas en place une véritable stratégie collective, et ça ne marchera qu'à l'échelle européenne, et c'est le président français qui devra le porter, sur l'intelligence artificielle. Il nous faut un projet Manhattan sur l'IA. Et à cette condition, on pourra réindustrialiser sans faire le concours de l'abaissement des normes, parce que nous ne battrons jamais la Chine et les États-Unis sur cet abaissement. Voilà, je rappelle que oui, j'ai bien les temps, j'ai des compteurs énormes, on me tient au courant régulièrement de chacune de vos prises de parole, le décompte est très clair, tout ça est très transparent. Gabriel Attal, allez-y. D'abord, puisqu'on parle de simplification et qu'il y a un déluge au-dessus de nous, si ça pouvait convaincre M. Mélenchon, M. Glucksmann et Mme Tondelier de laisser les agriculteurs stocker de l'eau quand il y a d'importantes précipitations pour faire face aux périodes de sécheresse, ça c'est une mesure de simplification. J'étais avec des agriculteurs hier en Mayenne qui est très attendue. Première chose. Madame, vous nous avez fait état d'un cas extrêmement concret et un cas qui résonne avec beaucoup de ce qui se passe dans le pays. J'ai dit dès l'introduction de ce débat que l'échec principal des dernières années en matière économique, c'est notamment cette question de la simplification. Et je me rends compte même que maintenant, même parler de simplification, ça n'est de toute façon plus pris crédiblement par les chefs d'entreprise et les acteurs économiques, parce qu'ils ont eu l'habitude qu'il y ait des lois de simplification qui soient annoncées et qu'en général, ça soit encore plus compliqué après la loi de simplification qu'avant. C'est une réalité et de ce point de vue-là, oui, c'est un échec des dernières années, il faut avoir la lucidité de le dire. Donc, pour moi, le problème, c'est la méthode. Il faut qu'on change la méthode pour simplifier. Ce que je propose très concrètement, c'est que ce qui a été fait pour Notre-Dame, qui a permis d'aller très très vite pour reconstruire Notre-Dame. J'ai entendu le président de la République dire qu'il faut le faire dans 150 autres endroits en France. En fait, moi je pense qu'il faut le faire sur toute la France et avoir peut-être 150 endroits où on a des règles plus strictes parce qu'il faut particulièrement protéger la biodiversité, etc. Deuxième chose, j'étais dans le département de la Sarthe. Je vois un chef d'entreprise, il a un terrain avec une emprise industrielle, le terrain est vaste, il a un projet d'extension de son usine sur son emprise. On lui demande des années d'études 4 saisons parce qu'il y a un buisson sur le terrain là où il veut construire l'extension de son usine. Eh bien, je fixerai une règle. Quand vous avez une friche industrielle qui est la propriété d'un industriel, vous êtes exempté d'études, de formalités de cet ordre quand vous avez des projets d'extension ou des projets sur votre terrain. Ensuite, le problème que vous avez dans ces projets bien souvent et qui font qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui préfèrent investir en Allemagne où c'est beaucoup plus rapide pour développer des usines et sortir des projets qu'en France, c'est les recours. Il y a parfois des recours qui sont justifiés. Mais enfin, il y a quand même des professionnels du recours en France qui passent leur vie à faire des recours pour bloquer tous les projets qui sont portés. Et moi je dis, il faudra modifier la Constitution pour fixer un seuil d'écrêtement de l'empilement des recours, pour fixer une règle claire. Si vous avez un recours sur un projet, c'est un seul recours sur la globalité du projet et pas plein de recours sur des petits bouts du projet pour empêcher le projet d'aboutir. 18 mois maximum, après il n'y a plus de recours et le chef d'entreprise a une réponse extrêmement claire sur son projet. Sur la question de la simplification, une fois qu'on a simplifié nos règles, le problème auquel vous êtes confrontés,
c'est aussi parfois à ceux qui appliquent la règle. Et parfois à des administrations qui refusent d'appliquer la règle telle qu'elle a été fixée. Quand j'étais Premier ministre, j'ai pris une mesure qui était attendue notamment par les agriculteurs pour simplifier drastiquement les règles pour entretenir et curer les cours d'eau. Ils l'attendaient depuis très longtemps. J'ai dit on passe de 9 mois d'attente pour une autorisation à une simple déclaration. J'ai vu ensuite des agriculteurs me dire qu'ils avaient face à eux des gens de l'administration qui leur disaient en fait oui il y a la règle, mais nous on défend l'esprit de la règle. Et bien ça c'est pas possible. On a eu un débat avec M. Mélenchon sur les réseaux sociaux cet été parce que j'ai fait une proposition, ou plutôt j'ai pris un engagement. Si les Français me font confiance, j'assumerai de faire comme ça se fait aux États-Unis et dans d'autres pays, un spoil system à la française pour mettre à la tête des administrations publiques des personnes qui ont le mandat politique d'appliquer le programme politique sur la base duquel le président de la République a été élu, pour changer aussi la culture administrative. Et j'assumerai de le faire. Dernier point, parce que quand on parle de simplification, ça vaut pour des règles d'urbanisme et des règles environnementales qui parfois vous empêchent d'accomplir vos projets, ça vaut en réalité pour beaucoup de nos réglementations. J'ai fait une proposition au mois de mai dernier, au moment où on a eu ce débat sur le travail du 1er mai. Il vous reste peu de temps, Gabriel Attal. Oui, je termine. J'ai dit que plutôt que de parler à nouveau de simplification du Code du travail, faisons tout simplement un annule et remplace. On met les partenaires sociaux et des parlementaires autour de la table pendant quelques mois. On écrit non pas un code du travail avec des milliers de pages, mais une constitution du travail de 50 pages avec les grands principes. Et le reste, c'est géré dans les branches et dans les entreprises. Ça ne doit plus être à l'Assemblée nationale pendant des mois de savoir si on autorise des salariés volontaires dans des boulangeries et des fleuristes de travailler le 1er mai ou non. Il faut faire confiance au terrain, au dialogue social, à l'entreprise et simplifier massivement toutes nos règles. Marine Tondelier, je vous ai entendu réagir, allez-y. Non mais déjà, je trouve très ironique ce parallèle avec Notre-Dame en disant on va tout faire comme Notre-Dame. Notre-Dame avait brûlé et j'ai l'impression que votre politique c'est d'attendre que ça brûle et puis d'après de reconstruire. Nous, on veut éviter que ça brûle. Et je vais, une fois que j'ai dit ça, répondre à la question parce que je trouve qu'on nous parlait de souveraineté et d'industrie, de réindustrialisation et qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Alors peut-être que si vous ne voulez pas en parler, c'est du fait de votre bilan en la matière. Parce qu'on arrive là à la veille d'une élection présidentielle, que tous les spécialistes du sujet nous disent que quelle que soit la personne élue et quel que soit ce qu'elle entreprend, ça ne bougera, ça met 18 mois à porter ses fruits. Et que quoi qu'il arrive dans les mois qui viennent, du coup, dans 18 mois, la France aura atteint son plus bas niveau d'emploi industriel de l'histoire. C'est ça le bilan du macronisme. Et il faut qu'on puisse se le dire. Nous, on va faire des propositions au nom des écologistes et je précise que je suis conseillère régionale des Hauts-de-France et que j'ai passé beaucoup trop de temps ces dernières années auprès de salariés qui défendaient leur site, certains où on a réussi à les sauver, d'autres non. Vous faites du ciment écologique et il faut quand même pouvoir se dire qu'on doit défendre l'industrie française, l'aider à se transformer et quand on voit des projets comme le vôtre qui sont bénéfiques, bons pour le climat, bons pour l'emploi, bons pour le pouvoir d'achat, on ne comprend pas que vous ne soyez pas plus aidés. Donc on débat souvent du niveau des aides aux entreprises. Moi, je souhaite qu'on puisse débattre de où on met cet argent selon quels critères et évidemment que le critère écologique doit être un critère de répartition. Dans les propositions que je voulais faire, je voulais commencer par dire que on parle souvent de la guerre qui est en cours et de notre arsenal de guerre. Il y a une loi de programmation militaire où on a dit il faut plus d'argent pour la défense, il faut acheter des bombes et des munitions. Ok, on l'a voté. Mais dans notre arsenal de guerre, on ne peut pas avoir que des bombes et des munitions. Parce qu'aujourd'hui, les impérialismes nous font la guerre aussi sur le plan économique, aussi sur le plan industriel, aussi sur le plan énergétique. Et que nos vulnérabilités, et notamment la perte de notre industrie, sont utilisées par eux pour nous affaiblir et pour nous combattre. C'est pour ça que je me bats par exemple énormément aux côtés des salariés d'ArcelorMittal. Parce que si ArcelorMittal ferme, alors on ne sera plus dépendant pour se fournir en acier que de la Chine et des États-Unis. Et quand ils décideront de plus nous en donner, on aura quand même l'air bien malin. Donc c'est évidemment un combat pour soutenir ces salariés. Je peux vous dire que pour une écologiste qui a travaillé pendant des années dans le milieu de la qualité de l'air, c'était émouvant pour eux et pour moi qu'on soit ensemble dans une lutte. Mais parce qu'on sait pourquoi on se bat et qu'on sait qu'on aura besoin de cet acier et pour notre souveraineté qui est aussi un combat essentiel, je pense, de tout le monde ici. Donc on va, pour défendre cette souveraineté, s'attarder sur un plan d'action sur 3 axes. Premièrement, ça a été un peu le protectionnisme européen. Oui, le public est important.
européen, 14% du PIB européen, et donc elle doit être mobilisée. Donc je le dis, il faut des quotas de matériaux bas carbone dans la commande publique. Il faut que les usines implantées en Europe soient aidées dans la vente en Europe. Il faut aussi qu'on puisse étendre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce qu'il faut se battre à armes égales avec les États-Unis, qui eux n'hésitent pas, ne soyons pas naïfs, à utiliser toutes leurs armes et toutes leurs subventions contre nous. Il faut aussi s'attaquer au coût de l'énergie. On parle beaucoup du coût du travail, mais je vais vous parler de coût de l'énergie parce que le coût du travail, il est quasiment stable. Le coût de l'énergie, lui, a flambé parce que c'est aussi nos vulnérabilités et ça nous rend très dépendants. Et donc, il faut qu'on adopte un prix de l'électricité qui soit compétitif et stable. Et j'étais extrêmement choquée quand M. Retailleau avait proposé un moratoire sur les énergies renouvelables. Parce que pendant ce temps-là, en Chine, dans le plateau tibétain, ils installaient 600 km² de panneaux solaires. Et ce n'était pas pour faire plaisir à Greta Thunberg. C'est parce qu'ils ont compris que demain, ce serait un outil essentiel de leur compétitivité. Et ils ont installé en un semestre plus d'énergie renouvelable que les États-Unis dans toute leur vie. Et dernier point, la recherche-développement, parce qu'on n'en a pas parlé ici et on sait que c'est un vrai critère de compétitivité et qu'on est en retard. Les entreprises françaises, c'est en recherche-développement seulement 1,4% du PIB. Là où en Allemagne c'est 2 et aux États-Unis c'est 2,8. Et comment on fait pour avoir plus de recherche-développement dans le privé? Vous verrez que la Chine et les États-Unis, qui sont recordman dans la matière, c'est aussi parce qu'ils ont un système public de recherche-développement extrêmement solide et qu'en France, il a été méthodiquement attaqué, méthodiquement délité. Donc je veux une recherche-développement public forte pour une recherche-développement privé forte qui le message est clair, compétitif. Vous l'avez évoqué, il ne s'est pas encore exprimé. Bruno Retailleau, allez-y. Marine Tondelier, il faut être précis, je n'ai jamais proposé le moratoire sur les énergies renouvelables. J'ai simplement dit que désormais, ces énergies renouvelables, qui coûtent très cher, qui sont très subventionnées, sont parvenues à la maturité et donc on arrête de les subventionner. Votre écologie, en réalité, c'est une décroissance. Vous avez terriblement affaibli toute la filière nucléaire. Et si l'électricité française... Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Oui, mais si l'électricité, parce que la compétitivité, c'est d'abord une compétitivité énergétique. Il n'y aura pas de développement de l'IA en France si on n'a pas une électricité qui, en plus, à 95% décarbonée, qu'elle soit aussi peu chère. Voilà, la décroissance, c'est l'appauvrissement pour le pays et vous ne pouvez pas parler ni de souveraineté, parce que la souveraineté énergétique, c'est d'abord le nucléaire, avec un complément, bien sûr, énergie renouvelable. Eh bien, je supprimerai d'ailleurs la PPO 3, parce que sinon, ce sera 10 à 15% de plus sur l'énergie. Mon projet, moi, c'est de la faire passer de 10% d'énergie électrique pour donner de la compétitivité. Et idem pour les agriculteurs. Évidemment, je suis bien placé pour le savoir, j'ai accompagné, moi, 25 réserves de substitution pour l'agriculture. Et croyez-moi, en Vendée, si cet été on n'avait pas eu ça, ce serait une catastrophe sociale et humaine. Voilà ce que je voulais dire. Simplement, un mot aussi sur le en même temps. Le double quinquennat d'Emmanuel Macron est un échec. Il est jugé comme tel par les Français. Moi, j'en ai marre du en même temps. On ne peut pas dire on veut des infrastructures et avoir annulé le projet de nos éléments. Je veux de la simplification alors que le groupe parlementaire au Parlement européen a voté massivement contre l'omnibus qui proposait sur des circulaires des directives CS3D, CSRD, justement de simplifier. Je vais répondre très directement à votre question, madame. Le problème de la France, c'est à la fois qu'elle est surfiscalisée et surréglementée. Et derrière chaque règlement, derrière chaque norme, il y a un soupçon qui pèse sur le chef d'entreprise. Je ne parlerai plus de simplification. On doit assumer la déréglementation. Je propose 3 choses. On va revenir sur les normes un peu plus tard, Bruno Retailleau. Pardon ? On va revenir un peu plus tard sur les simplifications et les normes. Mais de quoi s'agit-il avec la question de Colombie, dans une entreprise? De quoi s'agit-il? Une entreprise qui a à peine à monter en France s'il ne s'agit pas de normes. Eh bien, moi, je propose, en matière, non pas de simplification, de déréglementation, de faire en sorte, dès l'arrivée à l'Élysée, quelques semaines après, sur ordonnance, de supprimer une centaine de normes les plus stupides, comme les seuils, etc., comme le ZAN, etc. Deuxième chose, je proposerai d'interdire dans une loi organique toute surtransposition. Il y en a marre que la France en rajoute par rapport à l'Europe. Ce qui est vrai à Munich et à Milan devra l'être aussi à Nantes, à Rennes ou à Marseille. Et enfin, j'assume de modifier, de réviser la Constitution pour abroger le principe de précaution qui était sans doute une bonne intuition, mais qui, dans la jurisprudence, est
un principe de blocage et un principe d'inactivation. Tant qu'on n'aura pas pris ces décisions-là, la France restera handicapée par une réglementation qui est en train de tuer notre industrie, qui l'a d'ailleurs beaucoup affaiblie. Et ce sera mon projet, celui que je porterai. On va pouvoir passer au sujet suivant, le coût du travail, l'embauche. Et là, cette fois, c'est Vincent Furlan qui va vous interroger, je vous en prie. Merci d'avoir accepté encore une fois d'être là et de poser une question. Vous incarnez l'entreprise, vous, de proximité, dont la trésorerie et la capacité à recruter sont immédiatement affectées par le coût d'une embauche. C'est ce que vous nous avez raconté et ce que vous allez pouvoir exposer maintenant. Bonjour à tous. Donc je suis Vincent Furlan, je suis membre du COMEX 40 et j'ai créé ma société après avoir passé quelques années à l'étranger il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un cabinet de recrutement qui compte une vingtaine de collaborateurs et clairement, étant une société de service, ma question va porter sur le coût du travail parce que c'est la principale charge que j'ai aujourd'hui dans ma société. Aujourd'hui, quand j'embauche un salarié à 2 900 € net dans sa poche avant impôt, il a 2 250 €. Aujourd'hui, ce salarié me coûte 4 100 €. C'est presque le double. Et si j'avais aujourd'hui une simple baisse, allègement de 20% sur les charges que j'ai sur ces salaires, je pourrais sûrement embaucher 1 à 2 personnes supplémentaires. Donc ma question est très simple. Quelle réduction financière exacte garantissez-vous sur ces charges? Merci. Merci à vous, Vincent Furlan. Allez, les Français demandent une augmentation de salaire. Comment rapprocher le net du brut? Comment faire pour que faire travailler ne coûte pas trop cher? Gabriel Attal, je vous donne la parole, notamment parce que quand même Bruno Retailleau, il y a quelques instants, a ponctué son propos des 2 quinquennats était un échec. J'ai envie de savoir comment vous souhaitez non seulement réagir, mais en plus apporter des réponses concrètes pour avancer. J'ai dit en introduction, dès l'introduction de ce débat, que j'entendais qu'il y avait des échecs, qu'il y avait aussi des réussites. Je ne vais pas m'allonger sur ce sujet-là, puisque je pense que l'important, c'est de répondre aux questions qui sont posées par les chefs d'entreprise. D'abord, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas augmenter le coût du travail depuis 2024. J'entendais Madame Le Pen tout à l'heure dire « vous avez dans le budget Barnier, dans le budget Bayrou, etc. pris telle décision ». Je me suis opposé à ces mesures-là, et notamment à la mesure sur le coût du travail. Le coût du travail aurait dû augmenter dans la copie qui avait été présentée par le gouvernement de Michel Barnier de 4,5 milliards en 2025. On s'est mobilisé contre, on a réussi à ramener ça à 1,5 milliard, mais c'est 1,5 milliard de trop. Donc le premier engagement que je prendrai pour répondre à votre question, c'est de revenir sur ces hausses du coût du travail qui sont intervenues depuis 2024, qui sont un boulet pour nos entreprises et dans la compétitivité de notre économie. Ensuite, puisqu'on parle des charges, pour moi, il y a aujourd'hui un mouvement social en France qui ne dit pas son nom, qui n'a pas de porte-parole, qui n'est pas présenté comme tel. C'est la classe moyenne qui bosse et qui a le sentiment qu'on lui demande toujours plus d'efforts, alors que si tout le monde faisait un effort, elle s'en sortirait mieux, et qui voit effectivement son net s'écarter du brut année après année. Et moi, là où je veux avoir une action résolue, c'est aussi et peut-être d'abord, je vais être franc avec vous, sur les charges salariales, pour aller droit au brut, pour que les Français qui travaillent voient leur rémunération augmenter parce que leur salaire net augmente, parce qu'on réduit leurs charges. Ça passera par des économies sur la sphère sociale, on en a parlé tout à l'heure, on a donné un certain nombre de pistes, et par une réflexion sur le mode de financement de notre protection sociale. Vous avez fait des propositions, d'autres en ont fait sur ce sujet-là. C'est pour moi la grande priorité. Et ensuite, puisqu'on parle des salaires, n'oublions pas dans ces débats que ce qui fait la progression durable des salaires dans une économie, c'est l'innovation et la productivité. Les États-Unis ont réussi la révolution numérique au début des années 2000. Si la croissance de la productivité en France avait connu la même trajectoire que celle des États-Unis depuis l'an 2000, le salaire médian français ne serait pas de 2 200 € net par mois comme il l'est aujourd'hui, mais de 3 300 € net par mois. 50% de plus, ça changerait beaucoup de choses. Donc je trouve qu'on ne parle pas suffisamment d'innovation, d'intelligence artificielle dans ce débat, parce que la robotisation, l'IA, l'innovation et leur diffusion dans l'économie, c'est aussi à terme ce qui va permettre une vraie progression des salaires pour notre économie et pour les Français. Jean-Luc Mélenchon sur les salaires. Oui, on passe d'un sujet à l'autre. Ah oui, c'était quand même ouais, okay. C'était quand même la trame de débat. Il faut quand même arriver à savoir où on en est. Ah ben là, je viens de vous le dire, salaire et coût du travail. Je ne voudrais pas que je ne voulais pas répondre
à sa question, je répondais qu'à la première partie, je ne suis pas d'accord avec vous, si vous voulez bien accepter cette idée. Non, ce n'est pas l'excès de normes qui empêche de faire les affaires. Là-dessus, pour ce qui est de la souveraineté, nous avons entendu M. Philippe nous dire à l'instant il faut que l'Europe soit l'Europe puissance. Ah ben très bien, mais pour ça c'est pire que pour annuler la dette, parce qu'il faut changer le traité européen. Vous savez comme moi que vous ne pourrez pas affecter les sommes qui sont investies en Europe autrement que dans le cadre de la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire d'un marché ouvert sur le monde. Par conséquent, vous ne pouvez pas à la fois prôner à la terre entière la concurrence libre et non faussée et le libre-échangisme et de dire « Ah ben non, pas sur ce sujet ». Nous devons donc modifier le traité qui fait l'Union européenne parce que sinon, nous allons mourir politiquement, socialement et industriellement, parce que nous ne sommes pas en état de résister. Oui, sur les salaires et le coût du travail, parce que sinon on n'aura pas la réponse. Oui, d'accord. Vincent Furlan. Oui, mais je voudrais quand même, à l'instant on vient de dire, on est content de l'investissement étranger. Vous êtes content de la part de spéculation qu'il y a dans cet investissement sur l'immobilier? Vous êtes content de la vente à la découpe, de l'industrie française, de ce qui en reste? Eh bien, pas moi. Par conséquent, je mettrai en place une vigilance extrêmement aiguë sur ces investissements. Et pour terminer sur la question européenne, je vous dis les choses comme elles sont. Tout ce qui viendra de l'Europe en contradiction avec les intérêts des Français tels qu'ils sont décrits par leur vote et les programmes, nous désobéirons. Maintenant, de quoi voulez-vous parler? Coût du travail et salaire. Parfaitement. Alors là, c'est l'assemblée des magiciens. Vous ne voulez plus rien payer et vous renvoyez tout, mais à qui? Qui va payer tout ce que vous venez de dire? Vous voulez la retraite par capitalisation? Il faut des hauts revenus pour se payer la capitalisation. Pour avoir le même retour sur une retraite qu'on a aujourd'hui par la répartition, il faudrait cotiser 2 fois plus que c'est le cas actuellement. Les États-Unis n'ont pas de leçon à nous donner. Leur système social est pitoyable. Des millions de gens sont en dehors de tous les circuits de fonctionnement normal d'une société. Les Français ne peuvent pas vouloir une chose pareille. Quant aux Chinois, tournez pas autour du pot. Ils ont gagné la partie technologique. Maintenant, il faut discuter avec eux et faire un échange équilibré. Vous avez proposé une piste, j'en ai des dizaines d'autres. Ce qui ne tient pas debout, c'est de les traiter comme des ennemis. Il faut avoir avec eux une discussion raisonnée, raisonnable, avec un échange équitable avec eux. Mais pas leur dire, vous n'avez pas le droit de vendre chez nous, mais nous avons le droit de vendre chez vous. Pardon, les salaires, très très bien, il faut les augmenter. Il faut augmenter le SMIC. Il faut augmenter le SMIC. Si vous n'augmentez pas les salaires, vous ne rigolerez pas longtemps, parce que vous aurez la récession. Et dans ce pays, les salaires et la consommation populaire, c'est 55% du PIB. Alors vous rirez jaune si vous ne partagez pas davantage. Et là, c'est pas vrai que la petite entreprise et la grande entreprise, c'est la même chose. Tout à l'heure, j'ai vu que je ne vous ai pas intéressé. Quand je vous ai parlé des charges qui viennent, par exemple de l'électricité, je vous ai dit qu'il faut trouver le moyen d'en produire autrement. Ils sont en train de parler d'un équipement nucléaire qui n'existe pas. Les machines qu'il est question d'installer ne fonctionnent pas. Et nous aurons une falaise en 2040 quand les actuelles centrales seront arrivées à terme. Quant à l'eau, alors là, cher ami, vous auriez dû y réfléchir. Les bassines qui ont été faites, il n'y a plus d'eau dedans. Pour une raison, c'est qu'il fait trop chaud. Et de même, le nucléaire, ne le refroidissez pas avec de l'eau chaude. Tout ça, ce sont des délires. Il faut partir des choses sérieuses, de la technique sérieuse, avec des objectifs sérieux de développement industriel du pays et pas des Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ça y est, je m'avance même physiquement pour reprendre le contrôle de la situation. Mais vous l'avez jamais perdu, cher ami. Oui, certes, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt pas si mal. Édouard Philippe, allez-y. Le sujet du coût du travail, c'est évidemment un sujet sérieux pour la compétitivité qu'on évoquait tout à l'heure. Le coût du travail en France, il est souvent regardé comme étant un peu plus élevé que dans beaucoup de pays européens. Et il y a un domaine dans lequel il est nettement plus élevé, en tout cas qu'un de nos concurrents principaux qu'est l'Allemagne, c'est à partir de 2,5 fois le SMIC. C'est-à-dire pour les emplois qualifiés. C'est-à-dire souvent pour des emplois industriels avec des emplois très qualifiés. Là, on a un coût du travail qui est objectivement beaucoup plus élevé que dans d'autres pays européens. Et c'est quand même, quoi qu'on en dise, un vrai sujet
de compétitivité. On vit une situation, et je voudrais le dire s'agissant du coût du travail, et une situation qui est extrêmement inquiétante économiquement, et je vais vous dire pourquoi démocratiquement. Vous connaissez cette statistique, enfin ce chiffre qui est intéressant. On considère que dans les années 50, un ouvrier français, ou en tout cas un salarié français qui était payé au salaire médian, c'est-à-dire il y a 50% au-dessus, 50% en dessous, salaire médian, en 15 ans, il doublait son niveau de vie. Ça, c'était le miracle des années 50. Très grande productivité. On considère que le même au salaire médian dans les années 90, s'il voulait doubler son niveau de vie, il fallait une vie de travail. Au bout d'une vie de travail, il pouvait avoir la chance d'avoir doublé son niveau de vie. La productivité est un petit peu plus faible, mais quand même, ça continue à progresser. Aujourd'hui, la même statistique nous montre que quelqu'un qui est au salaire médian, hein, plus que le SMIC, au salaire médian, il doit mettre 2 vies de travail à doubler son pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est déjà désespérant pour celui qui est au salaire médian, mais que tous ceux qui sont en dessous, soyons clairs, non. Dans l'hypothèse où ils font toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils ne progressent pas, dans l'hypothèse où ils font toute leur vie calés au salaire médian ou calés au SMIC, aucune perspective de réelle ascension économique et sociale. C'est un problème économique énorme. Mais plus que ça, c'est un problème démocratique énorme. Parce que, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'exemple de démocratie qui résiste à l'affaiblissement durable des classes moyennes populaires. La promesse démocratique, c'est quand même le fait que les classes moyennes populaires, grâce à l'économie de marché, grâce aux gains de productivité, vont réussir à avoir un pouvoir d'achat. Et les grands accidents démocratiques que nous avons connus dans l'histoire de l'Europe ont toujours eu lieu lorsque la classe moyenne populaire voyait son pouvoir d'achat et ses perspectives économiques dégringoler. Donc derrière la question du coût du travail, derrière la question de la rémunération, il n'y a pas simplement une question économique, je voulais insister sur ce point. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, on doit essayer de rapprocher le brut du net. Évidemment, on doit essayer de faire en sorte que dans le coût du travail, il y ait le plus de choses possibles, si j'ose dire, qui viennent aux salariés. Mais on sait tous aussi, on ne va pas se raconter de caramel, on sait tous aussi que la différence entre le brut et le net, c'est le coût de la protection sociale. C'est-à-dire de la rémunération demain, c'est-à-dire la rémunération quand il y a un accident de la vie. Donc, on ne peut pas dire on va passer le brut au net et puis voilà pour le financement de la protection sociale. Il faut bien l'intégrer. Donc, nous devons collectivement trouver le système qui nous permet d'abord de contenir l'évolution de la dépense sociale. On y revient. C'est une des raisons pour lesquelles il faut faire une réforme des retraites. Et deuxièmement, veiller à ce que le financement de la protection sociale ne repose pas exclusivement ou quasi exclusivement sur des prélèvements sur le travail. Comment on fait ? On élargit la base. Il reste peu de temps pour le dire. On élargit la base. On commence par diminuer la dépense, en tout cas par contenir la dépense. Parce que je me méfie des solutions. D'ailleurs, Monsieur le Président Martin, vous en avez formulé des solutions. Je les entends. J'ai même vu que François Hollande, qui avait dit beaucoup de mal de la TVA sociale, venait maintenant sur ce sujet. J'ai pas d'obsession, mais ça m'a frappé quand même. Je voudrais simplement dire quelque chose. Imaginez qu'on va régler cette question c'est pas ce que vous avez voulu faire, par un bon taux, c'est-à-dire en disant, on va réorienter une fiscalité. Avant de dire que l'essentiel, c'est de contenir cette dépense, ça me paraît dangereux. Mais sur le fond, élargir la base, faire en sorte que toute la population contribue au financement de la protection sociale, et pas seulement ceux qui travaillent, me paraît indispensable si on veut ramener le brut du net. Et derrière cette idée simple, il y a des choses qui ne sont pas populaires. Mais si on veut que le pouvoir d'achat des actifs demeure, si on veut vérifier que les actifs, en travaillant, continuent à évoluer dans le bon sens, alors nous devons passer à ce nouveau mode de vie. Et je pense que vous avez tous à cœur d'aller au bout des thématiques qui sont quand même prévues, pour lesquelles les entrepreneurs se sont notamment mobilisés. Donc on avance, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse un tout petit peu attention sur les temps de parole. Je suis dans mon rôle, c'est pas toujours, c'est parfois un peu ingrat, mais voilà, je suis là pour ça aussi. Raphaël Glucksmann, allez-y. Déjà, ça rappelle des souvenirs, les conférences de presse du Premier ministre. Mais il va falloir qu'on fasse un débat. Et donc, sur le travail, on est dans une situation qui est catastrophique en France précisément. Le travail ne paie plus assez. Et c'est vrai que c'est une menace sur la démocratie. Donc, il faut impérativement
que les travailleurs puissent gagner leur vie, puissent améliorer leur vie par le travail. Et il faut dire comment on le finance. Et moi, je ne le financerai pas par la casse du modèle social. Et je ne le financerai pas non plus par l'aggravation de la dette. Et donc, il faut trouver des ressources. J'ai fait une proposition forte, qui est de dire, on baisse la CSG sur les salaires pour les salariés. Et on trouve l'argent où? Eh bien, chez les les méga héritiers. Il y a 50 ans, la France, le patrimoine des Français, eh bien, c'était les 2/3 étaient le produit de leur travail, 1/3 le produit de leur héritage. Aujourd'hui, c'est l'exact inverse. Aujourd'hui, le patrimoine des Français, c'est les 2/3 l'héritage et 1/3 le produit de leur travail. On est en train de recréer une société de privilèges, une héritocratie au lieu de la méritocratie. Et donc, ce qu'il faut, eh bien, c'est permettre aux travailleurs de vivre dignement de leur travail et reconstruire une société qui favorise les travailleurs. Mais pour ça, il faut dire où on prend l'argent. Le salaire, c'est la chose fondamentale. Mais il y a aussi les conditions de travail. On a besoin en France d'améliorer les conditions de travail, la santé au travail, la santé mentale au travail. On est malheureusement le pays où il y a le plus de morts au travail. Et donc ce qu'il nous faut, c'est un nouveau pacte social. Un pacte social qui peut s'inspirer d'autres pays. Par exemple en Allemagne, les travailleurs ont une voix beaucoup plus forte dans l'entreprise. Et le climat social est meilleur. Et les syndicats sont mieux reconnus. Et donc ce qu'il faut faire, c'est un pacte qui permet aux travailleurs non seulement de gagner mieux leur vie, d'améliorer leurs conditions de travail, mais de se sentir reconnus sur leur lieu de travail. Et c'est à cela que nous devrons travailler tous ensemble dès le lendemain de l'élection. Bruno Retailleau. Je voudrais simplement dire à Jean-Luc Mélenchon qu'il est vraiment le candidat du Yaka Faucon sur la capitalisation. Vous cachez une réalité. Dans la fonction publique, il y a un étage de capitalisation individuelle et collectif. Et ils ne s'en portent pas plus mal, les agents publics. Pourquoi ce qui est autorisé pour le public ne le serait pas pour le privé? Et la capitalisation, ce sera une capitalisation populaire qui permettra à des Français avec des revenus modestes de bénéficier de taux de rendement que leur répartition ne leur donnera pas. Et ça permettra justement en termes de souveraineté d'avoir des fonds d'investissement français parce qu'on en a marre de voir des entreprises parfois familiales qui sont rachetées par des fonds de pension américains. Ce sera donc une solution de souveraineté. Maintenant pour le travail et pour revenir à la question. Notre problème c'est qu'on a un système qui surtaxe le travail et qui encourage trop souvent l'assistanat. Ma proposition elle est très claire. Elle est que dès la première heure, on allège les charges sociales. Très concrètement, quand vous payez des charges patronales, vous payez pour des choses qui sont contributives ou assurantielles. C'est normal, par exemple, que la retraite ait comme base, évidemment, le travail. Cotisation familiale, c'est de la solidarité, c'est pas de l'assurantiel. Donc, dès la première heure, j'allège les charges de travail. Mais ensuite, puisque je vous ai dit que je voulais plus de travail dans l'économie française, je crée un seuil à partir de la 36e heure, 1623 heures annualisées. À partir de ce seuil-là, il y a zéro cotisation, ni salariale, ni patronale. Zéro. C'est 35% de coût du travail en moins. Et c'est pour les salariés qui accepteront de faire une demi-heure de travail par jour. Zéro cotisation, c'est pour un salaire médian. 3 500 € net, quasiment 2 mois de plus sur la fiche de salaire. Et c'est donc l'identité salaire brut égale salaire net. De cette façon-là, vous réconciliez les intérêts de l'entreprise, vous diminuez le coût du travail et en même temps, vous donnez plus de pouvoir d'achat grâce au travail aux salariés. Il n'y a que comme cela qu'on pourra gagner dans la compétition mondiale et qu'on relancera l'activité. Par contre, je tape l'assistanat et j'assume de plafonner à 70% le total des prestations des aides sociales servies aux Français. Demain, je ne veux pas qu'il y ait si peu de différence entre ceux qui se lèvent tôt et qui vont travailler et ceux qui se lèvent plus tard et qui ne travaillent pas. Aider quand il y a un pépin, un accident de parcours, oui, mais il faut décourager. Assurance chômage, de quoi parlez-vous précisément?
sauf l'assurance chômage. L'assurance chômage est sur une base assurantielle. Taper dans le social, oui, je me doutais que vous lèveriez le doigt. Déjà parce que je ne suis pas toujours obligée de parler en dernière, mais parce que je suis extrêmement choquée par ce que j'entends qui est très stigmatisant, et je pense que toutes les personnes qui vivent des minima sociaux et qui nous regardent doivent être choquées parce qu'elles savent ce que c'est, et on est dans un moment où le sujet n'est pas juste comment on fait pour vivre avec un RSA. Pour certaines, c'est comment on fait quand on perd le RSA, parce que certains de vos amis à la tête de certains départements ont engagé une chasse aux bénéficiaires du RSA, dont certains doivent justifier pourquoi ils ont gagné 30 € au Keno, et si ces 30 € ont vraiment été gagnés au Keno, et que voyez-vous, quand on vous radie du RSA, vous n'avez plus de filet de sécurité. Et c'est ça qui se passe dans certains départements en France aujourd'hui. Tout comme Monsieur Philippe qui a expliqué que maintenant l'assurance chômage ce serait 12 mois, c'est encore pire que vous ce que vous avez fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire que la précarité est une incitation. Que si on est au chômage et qu'on n'a que 12 mois, on va vite, tout d'un coup, se dépêcher de trouver un emploi. Et quand bien même. Moi, j'ai rencontré aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans le milieu de l'écologie et qui ont besoin de recruter des gens dans les métiers d'avenir. Et ces métiers d'avenir, s'ils ne trouvent pas preneurs, c'est pas parce qu'ils ne sont pas attractifs, c'est parce qu'ils sont nouveaux et qu'ils nécessitent des formations. Et donc, quand tu es dans un moment où tu as perdu ton emploi, où tu es à l'assurance chômage, c'est le moment où tu peux dire je me forme pour aller vers une nouvelle filière. Si tu n'as que 12 mois de chômage, tu ne le fais pas. Parce que c'est trop court pour se projeter vers un métier d'avenir, et c'est comme ça qu'on met en difficulté les métiers de la transition et donc la transition derrière. Non, j'avais dit qu'on coupait pas, sinon je vous réponds sur les bâtiments nucléaires, ça va être très long. Donc, je continue. Pardon, sur le coût du travail. Vous me répondrez tout à l'heure. Souffrez que je continue mon explication sur le coût du travail, qui était la question qui était posée. Le coût du travail, c'est un coût pour les entreprises, mais c'est aussi le revenu des Français. C'est leur pouvoir d'achat. Il ne faut pas qu'on oublie là. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui veulent baisser les cotisations et ce qu'on en fait derrière, c'est quand même du salaire différé aussi. C'est pas, vous dites, on va rapprocher le salaire net du brut et comme ça, ce sera tous les revenus. Mais ce qui est entre le net et le brut, c'est du salaire différé. Donc c'est quand même des revenus prochains pour les personnes. Moi, je rappelle quand même qu'il y a 11 millions de pauvres dans ce pays. Chaque jour un peu plus nombreux et chaque jour un peu plus pauvres. Ça, c'est le bilan du macronisme. Je rappelle qu'il y a parmi les travailleurs 1,5 million de travailleurs pauvres. 1,5 million, c'est 6 à 7% de toute la population active. Alors on peut se dire que ce n'est pas un problème, c'est un sujet. 6 à 7% de la population active travaille, et ce travail ne les protège pas de la pauvreté. Il y a dans ce pays, pour les personnes qui gagnent le SMIC ou moins, 42% d'entre eux qui coupent des repas, qui suppriment des repas pour des raisons financières. 53% d'entre eux ont réduit la proportion dans leurs assiettes, souvent pour pouvoir donner correctement à manger à leurs enfants. C'est ça qu'il y a derrière le coût du travail. Alors moi je le dis, les écologistes promettront et porteront et mettront en place un SMIC à 2 000 € bruts, et je sais que beaucoup de chefs d'entreprise ici aimeraient bien le faire, mais disent on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'aussi la valeur est mal répartie. Marine Tondelier, il faut qu'on arrive à la conclusion. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre, il faut mieux partager la richesse entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et aujourd'hui, les grandes entreprises, elles sont capables de faire 107 milliards de dividendes en 2025 pour 40 entreprises. Non, et que d'un autre côté, les entreprises, il faut mieux répartir la richesse pour pouvoir mieux payer tout le monde. Et dans la conclusion, je vous donnerai des mesures spécifiques pour les TPE et les PME qu'il faut bien plus aider dans ce pays pour qu'elles soient capables de payer correctement les Français et de lutter contre les travailleurs pauvres, de lutter pour la justice sociale. Sinon, ça a été dit plusieurs fois, et pas par des gens de gauche seulement. Sinon, on ira dans le mur et ça va mal se terminer. Moi, je vous dis qu'on ira dans le mur en termes de temps. Si oui, mais c'est un mur beaucoup moins dangereux. C'est un mur beaucoup moins dangereux. C'est sûr, ça je vous le confirme. Bon, moi d'abord, je reste un peu admirative de gens qui ont participé à la majorité depuis 10 ans quand même, et qui aujourd'hui ont plein d'idées qu'ils n'ont jamais mis en œuvre. Là, j'avoue que moi, j'arriverai pas à faire ça. C'est qu'on ne parle pas de moi ici. Moi, j'arriverai pas à faire ça. Je veux dire, j'arriverai pas à me regarder dans la glace et à faire ça comme ça, tranquillement, comme si de rien n'était. C'est sûr que c'est plus facile dans l'opposition et de faire du commentaire en permanence, madame. Oui, alors, bon, vous faites bien de m'interpeller parce que vous n'avez pas reproduit ici le projet que vous avez pourtant expliqué dans les journaux, qui a augmenté 200 € l'intégralité des salaires jusqu'à, je crois, 2,5 fois le SMIC. Donc, montant, tout à l'heure,
qu'il faut parler, à un moment, on peut parler sérieusement, montant 55 milliards d'euros. Alors où est-ce que vous les trouvez? Je suis sûr que vous avez sûrement énormément de solutions à nous expliquer. Restons encore une fois sérieux. Déjà, je dépense le sérieux, vous l'avez, comme vous, et le sérieux, vous le savez, et vous le savez, vous, entrepreneurs. Oui, les salaires sont trop bas, vous le savez, vous aimeriez tous en effet pouvoir les augmenter. Oui, le coût du travail est lourd. Oui, un certain nombre de mesures sur le long terme peuvent faire baisser le coût du travail. D'abord, la relance économique, la baisse du chômage et toute une série d'autres luttes potentielles contre la fraude qui existe et dont on parle peu, mais qui coûte également très cher. Mais aujourd'hui, dans la situation budgétaire dans laquelle nous sommes, on ne peut pas faire baisser le coût du travail au-delà de ce qui a été fait. Parce que, pardon, M. Furlan, choisi comment dire,